Depuis très jeune, j'ai compris une chose, puis mes parents me l'ont dit très jeune. Le plus important, c'est la performance. Tu es de la communauté noire, tu es différent. Si tu veux faire ta place, il faut que tu travailles fort. Plus que les autres, il faut que tu sois le meilleur. Donc, pour moi, c'est naturel, la performance. Maintenant, est-ce qu'on a avancé, on a évolué? Qu'est-ce qu'il faudrait pour avancer? Qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qui manque? Bienvenue sur Dirigeants et Stratèges. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat et d'entrepreneuriat noir. Comment fonder des licornes noires, c'est-à-dire des entreprises fondées par des personnes afrodescendantes qui ont une valorisation boursière supérieure à 1 milliard de dollars? C'est la question que nous posons à notre invité, M. Wills Théagène. Après avoir occupé plusieurs postes chez Hydro-Québec et Bombardier, Wills a rejoint la Caisse de dépôt et placement du Québec en 2017, où il a été l'initiateur du fonds 25 à la 3, un fonds de 250 millions de dollars dédié à soutenir les entreprises favorisant la diversité ethnoculturelle. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance de la diversité ethnoculturelle, de l'accès au capital pour les entrepreneurs issus de cette diversité et surtout du parcours incroyable et inspirant d'un homme infatigable et résolument engagé à transformer l'écosystème en faveur des entrepreneurs noirs. Bienvenue Wills et merci de te joindre à l'expérience de la chaîne Dirigeants et Stratèges où nous parlons justement de l'entrepreneuriat, de l'impact social, de la diversité et surtout, comment on peut arriver à avoir un impact au travers du travail dur et de la motivation. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on vienne un peu sur toi, ton parcours, ton travail, ce sur quoi tu es engagé aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans ton background, j'aimerais te poser une question. Pourquoi aujourd'hui c'est encore intéressant de parler de diversité dans l'entrepreneuriat, dans le monde du capital risque? Est-ce qu'en 2025, on n'a pas déjà résolu ces problèmes-là? Bien, d'abord, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir d'être ici. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important parce que il y a des enjeux majeurs dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et les enjeux sont encore plus élevés au niveau des entrepreneurs qui sont issus de la diversité, incluant notre communauté. Puis je pense que ce qu'on voit du capital de risque, du placement privé, au niveau de transformer des économies, transformer des entrepreneurs, c'est des véhicules qui sont tout à fait... qui sont bien positionnés pour faire des transformations. Puis, ces véhicules-là permettent aussi d'avoir un impact significatif sur les aspects de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Donc, pour moi, c'est des sujets extrêmement importants en ce moment, puis il faut vraiment s'attarder à bien les mettre en place. Mais est-ce que, justement, la diversité, l'inclusion, est-ce que ça a un impact positif sur la performance de l'organisation? Est-ce qu'on a des études, on a des preuves, toi qui es un peu plus sur le terrain? Je pense qu'il y a beaucoup d'études là-dessus qui ont été faites. Entre autres, je sais que McKinsey ont publié beaucoup de rapports à ce sujet-là. Je te dirais, de mon côté, ce que j'ai trouvé inquiétant quand on parle de diversité, d'équité, d'inclusion, c'est que cette conversation-là a commencé lorsque les organisations se sont rendues compte que le talent vieillissait, que le talent allait à la retraite. Puis la question que les organisations se sont posées, c'est où qu'on peut recruter du talent pour remplacer le talent qui quitte le marché du travail. Puis la réflexion a été, mais pourquoi pas parmi nos employés qui sont issus de la diversité? Mais cette conversation-là a toujours été au niveau de la performance. Elle n'a jamais été au niveau de faire un compromis sur la performance pour ouvrir la porte à la diversité. Puis, j'ai de la misère à m'expliquer quand est-ce que la conversation a changé. Justement, parce que c'était ma question suivante, parce que justement aujourd'hui, dès qu'on parle d'EI, on te dit c'est un coup de com', c'est de la discrimination positive, c'est woke, et on perd de vue la performance pour mettre en avant, je sais pas, des critères la représentativité, c'est ultra important, donc j'essaye de peser mes mots. Mais je suis un peu confus. Et je sais pas si tu es aussi confus que moi lorsqu'on arrive à ça. Je suis à la même place que toi. Écoute, moi, je peux te dire, puis on va parler de mon parcours, mais
depuis très jeune, j'ai compris une chose, puis mes parents me l'ont dit très jeune. Le plus important, c'est la performance. Tu es de la communauté noire. Tu es différent. Si tu veux faire ta place, il faut que tu travailles fort. Plus que les autres, il faut que tu sois le meilleur. Donc, pour moi, c'est naturel, la performance. Quand je regarde autour de moi, les gens qui sont issus de ma communauté ou d'autres communautés, je suis toujours entouré de gens intelligents, de gens performants. Donc, je le comprends. Je comprends pas. Puis, je te dirais, ce qui a été pour moi un défi énorme, c'est lorsque j'étais à la Caisse de dépôt en investissement, je travaillais étroitement avec d'autres investisseurs institutionnels. Puis, il y a cette notion que lorsqu'on parle de prendre soin de la planète, lorsqu'on parle de diversité, équité, inclusion, il faut absolument faire un compromis sur le rendement. C'est comme automatique comme réaction. Okay. Puis ta question est très pertinente parce que ta question est au cœur même de ce qui m'anime depuis 25 ans. Est au cœur même de ce qui me garde focus 24 heures par jour, 7 jours semaine, qui est la notion de bâtir des entrepreneurs à succès dans notre communauté pour vraiment démontrer la performance. Pour dire qu'on peut être performant en étant noir. Oui, parce que tu sais, à la fin de la journée, Anicette, c'est si on avait une représentation d'entreprise à succès, on n'aurait pas cette conversation-là. Pourquoi? Parce que si, quand on pense à Amazon, à Google, à Microsoft, on avait une représentation d'entrepreneurs noirs, c'est la preuve même qu'on est capable d'exécuter. Regarde, le président de Microsoft, c'est un Indien. Le président de Google, c'est un Indien. Je peux te faire une liste d'une cinquantaine d'entreprises du S&P 500. Ou c'est des Indiens? C'est des Indiens. Okay. On se pose même plus la question. Ils sont reconnus pour être des gens extrêmement intelligents, travaillants, très bons en technologie, puis sont capables de leader des grandes corporations. Okay. C'est pas le cas de la communauté noire. C'est clair. Donc, pour toi, la solution, ce serait d'avoir ce champion ou ces champions exactement. Qui permettraient d'avoir la représentation. Ça en prend juste un. Oh, juste un. Ça en prend juste un pour changer l'écosystème. Puis, ce qui est intéressant, c'est de tout mon travail d'investissement des 20-25 dernières années, j'ai volontairement posé la question à des investisseurs institutionnels, des family office, des anges financiers. Peux-tu me nommer un ou deux entrepreneurs noirs à succès au Canada? Honnêtement, là, 80% du temps, les gens n'étaient pas capables de nommer une personne. Oh, wow! Oui. Pourtant, il y en a. Ben oui, il y en a. Mais tu vois à quel point que c'est ancré, cette perception-là? Eux-mêmes ne sont pas capables d'en nommer. Puis je te dirais même plus. Quand je parle à des gens de notre propre communauté, puis je leur demande, même eux, des fois, il y a juste un. Imagine, dans notre propre communauté, on n'est pas capable de nommer des exemples d'entrepreneurs à succès. Imagine. C'est assez dérangeant, effectivement. Ça veut dire qu'on n'y aspire pas, on ne se projette pas, on ne se voit pas à ces endroits-là? Ou c'est quoi le problème pour toi? Le problème pour moi, ça a été... Je pense qu'on y aspire. Je pense que le problème a été que, malheureusement pour nous, quand on a manifesté notre désir d'entrepreneuriat, qu'on veut être entrepreneur, on veut avoir des entreprises, très, très, très rapidement, on a eu accès à des programmes sous forme d'OBNL pour du financement, sous forme de dons, sous forme de subventions, qui n'avaient pas de coût. Mais ce profil d'accès au capital, premièrement, c'est pas, en anglais, il dit sustainable, c'est pas périn. Parce que c'est des programmes de 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, les programmes meurent. Donc, les entrepreneurs se sont retrouvés assez rapidement à pas avoir assez de capital pour accélérer la croissance. Ils étaient limités par l'apport de capital. Puis, ceux qui n'étaient pas à travers des OBNL, eux se retrouvaient avec des compagnies un peu plus comme des restaurants ou des salons de coiffure. Puis c'est correct, c'est des business qui ont leur raison d'être. Mais qui ont aussi leur potentiel de scaler. Et leur potentiel de scaler. Donc, on n'a jamais eu l'opportunité de faire partie de la conversation. Puis, en même temps, l'écosystème de financement n'ont pas exprimé le désir de nous voir dans la croissance non plus. Je pense qu'il y a ça aussi dans l'histoire. Mais tu parles justement d'écosystème. Ce serait quoi ton évaluation de l'état de l'écosystème entrepreneurial des Noirs aujourd'hui? Tu as dit, au début, on était plus OBNL, plus entrepreneuriat de survie, oui, exactement, oui. Family style business. Exactement. Maintenant, est-ce qu'on a avancé, on a évolué? Qu'est-ce qu'il faudrait pour avancer? Qu'est-ce qui manque? Et surtout,
est-ce que tu estimes qu'on est arrivé au niveau où on peut avoir de l'entrepreneuriat d'opportunités dans la tech, dans le S&P 500, dans les licornes et ce genre d'entreprises aujourd'hui, dans l'écosystème noir? Je pense que l'entrepreneuriat des communautés noires, ce qui est vraiment unique, c'est le mot d'ordre, c'est accès. OK. Accès à trois éléments. Capital, accompagnement, réseau d'affaires. Puis c'est pas un ou l'autre, les trois doivent arriver en même temps pour nous permettre de bâtir des entreprises à succès de grande taille. Je pense que l'écosystème en ce moment a beaucoup de trous. Beaucoup de trous dans l'écosystème à différents endroits. La bonne nouvelle, c'est que moi, depuis les 6 dernières années, 100% de mon temps est consacré sur le travail avec des entrepreneurs des communautés noires. Okay. Puis j'ai vu les entreprises qui étaient au stade démarrage, maintenant qui sont au stade croissance. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des entrepreneurs de très haut calibre, avec des entreprises en stade croissance, qui ont tout ce qu'il faut. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que les programmes en place pour leur donner accès au capital, à l'accompagnement puis au réseau sont pas encore tout à fait ce qu'il faut. Okay. Donc, on doit trouver une façon d'accélérer le processus. Parce que l'écosystème entrepreneurial de nos communautés, la croissance est très, très rapide. Okay. Puis, c'est pour ça qu'avec Citadel Capital, je fais beaucoup de travail pour solliciter le capital auprès des institutions et aussi mettre en place l'accompagnement et le réseau. Parce que nos entrepreneurs, ils sont prêts, ils sont là. Puis, il ne faut pas perdre l'opportunité de créer ces champions-là. Mais juste pour bien comprendre ta vision, une fois que le champion existe, oui, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est un effet de déboulonnement qui va permettre aux autres d'avoir une aspiration? Ça va changer les mentalités? C'est quoi? Je veux bien comprendre ta vision de pourquoi il nous faut un champion et pas... Tu sais, on avait cette conversation au repas. Est-ce qu'on veut un Elon Musk noir ou alors 1000 Indira Moody? Exact. Et toi, tu étais plutôt sur le super licorne noir. Mais c'est quoi le raisonnement derrière? Le raisonnement, c'est ce qui est décrit comme l'effet boule de neige. Réseau Capital, qui est l'organisation au Québec qui fait l'étude sur le placement privé et les capitals de risque et publie des rapports, ont publié dans un rapport récent qu'au Québec, on a un enjeu avec l'effet boule de neige. Puis l'effet boule de neige, c'est quoi? C'est un entrepreneur qui lance une entreprise, qui a l'accompagnement, le capital nécessaire pour la faire croître, qui réussit à bâtir une entreprise à succès de grande taille, qui s'enrichit par le fait même. Ce qui arrive, c'est que cet entrepreneur-là va vouloir partir une autre entreprise ou financer une compagnie d'un entrepreneur plus jeune ou partir un fonds d'investissement. Et cet effet-là fait que le capital retourne dans l'écosystème. Okay. C'est la clé du succès de Silicon Valley. C'est les entrepreneurs comme Elon Musk, comme Jeff Bezos, Bill Gates, Steve Jobs, c'est des entrepreneurs à succès qui ont retourné du capital dans l'écosystème, qui ont retourné de la connaissance, qui ont retourné de l'accompagnement. Donc, ça fait un effet boule de neige. Okay. En ce moment, c'est un enjeu au Québec, dans le Québec Inc. Puis je te dirais, c'est un enjeu majeur pour les entrepreneurs de la diversité. Parce que si l'écosystème des entrepreneurs du Québec ont un enjeu sur l'effet boule de neige, je te dirais pour nous, c'est encore c'est pire. Encore pire, ouais. Mais c'est vraiment l'idée. L'idée, c'est créer l'effet. Donc, le premier succès, ce qui va créer, c'est cette richesse qui va pouvoir être redistribuée à travers la communauté pour bâtir d'autres succès. Wow. Génial. Et donc, l'objectif, c'est de tout faire pour avoir ce premier succès. Oui. OK. Puis, quand je dis premier succès, on en a quand même pas mal. Oui, il faut le voir au pluriel, right? On a des exemples comme Fred Saint-Élémy, l'Edertech, qui fait un travail extraordinaire. Mais il en faut plus, là. Okay. Ou alors, justement, les aider à arriver au niveau stratosphérique de licorne avec le milliard de dollars de chiffre d'affaires. Avec des IPO. Tu sais l'impact d'avoir des entrepreneurs de notre communauté qui font des IPO, c'est énorme. Alors, justement, merci d'introduire un terme un peu technique, IPO. Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que je pense que la plupart des gens, et on en parlait tout à l'heure, n'ont pas une compréhension de c'est quoi le capital risque. Oui. On connaît la dette. On sait maîtriser la dette. Je m'endette, j'ai un taux d'intérêt dessus, je rembourse. Ça, c'est assez naturel. Mais les gens ont encore un peu de réticence à comprendre c'est quoi le capital risque, c'est quoi l'équité, comment tu le décrirais aujourd'hui de façon très simple? Très bonne question. De mon côté, je fais toujours un parallèle avec l'achat d'une propriété.
Les CPA de ce monde vont pas aimer ma comparaison, mais pour moi, ça rend ça simple à comprendre. Okay. Quand on achète une maison, il faut la financer. On la finance de deux façons. On a déjà du capital, du cash qu'on met pour l'achat, et après, on fait un prêt. Okay. Le prêt est la dette, puis le capital qu'on met, c'est l'équité. Okay. Donc, la maison, elle a été acquise, l'actif qui est la maison a été acquise avec la dette et de l'équité. Okay. Donc, si la maison vaut 1 million, puis j'ai fait un prêt de 600 000, puis j'ai mis 400 000, donc j'ai 400 000 d'équité dans la maison, puis j'ai 600 000 de dette qui m'a été octroyée par la banque. Dans l'univers des entreprises, le parallèle avec une maison, c'est ce que nous, on appelle la valeur d'entreprise. Okay. La valeur d'entreprise, c'est quoi? C'est l'équité de l'entreprise plus sa dette. Ça, c'est la valeur d'entreprise. Maintenant, ce qui est détenu par les actionnaires de l'entreprise, c'est l'équité. Les propriétaires de la maison, ils détiennent pas la dette. La dette, c'est la banque. Qu'est-ce qu'ils détiennent? C'est l'équité de la maison. Quand la maison est vendue, si la maison, elle vaut 1 million, puis elle a été acquise pour 200 000, maintenant elle vaut 1 million, la portion de la maison, lorsqu'elle est vendue, qui revient au propriétaire, c'est la portion de l'équité. Parce qu'ils ont dû payer l'hypothèque à la banque. Right? Donc, une maison qui n'a pas d'hypothèque, ben, c'est 100% de l'équité revient au propriétaire. Donc, c'est exactement le même parallèle. Pour une entreprise, quand on parle de valeur d'entreprise, c'est la dette plus l'équité, qui est la façon que les actionnaires vont se procurer l'entreprise. Okay. L'équité, ben, elle provient soit de fonds d'investissement, soit d'individus fortunés, ou soit d'anges financiers. Puis la dette, mais elle provient aussi des banques. Cette notion-là, elle est fondamentalement extrêmement importante parce que pour une entreprise qui est en croissance, elle a besoin d'avoir accès à du capital. Puis, quand tu vas chercher un financement sous forme de dette, avec la dette, il y a la notion de payer de l'intérêt, comme qu'on paye une hypothèque, qui fait que la dette, elle a un niveau qu'elle ne peut pas être trop élevé parce que ça vient diminuer la valeur de l'entreprise. Dans la théorie financière, bon, toi, tu sais très bien, là, c'est la notion de la parabole inversée de la valeur d'entreprise versus le niveau d'endettement. Donc, quand on augmente le niveau d'endettement jusqu'à un certain point, on se retrouve au haut de la parabole. Puis, quand le niveau d'endettement devient trop haut, parce que du côté gauche, il y a tout l'aspect de l'impact des taux d'intérêt puis de la fiscalité. Mais dès qu'on excède le taux d'endettement, l'entreprise est plus capable de payer sa dette et elle tombe en faillite. Exactement. Mais c'est la même notion au niveau de l'endettement. Maintenant, l'équité vient complémenter. Donc, c'est sûr que quand on achète une entreprise ou on a une entreprise, il faut s'assurer que le ratio d'endettement permet à l'entreprise de générer du cash flow puis d'opérer de façon normale et pérenne. C'est pour ça que dans les montages financiers, c'est toujours important d'avoir de la dette et de l'équité, non juste la dette. OK. Juste pour revenir à ton exemple de la maison. Au final, je suis copropriétaire de la maison avec la banque. Bien, ça dépend de ta définition parce que quand tu dis copropriétaire, quand tu regardes sur la valeur d'entreprise, oui. Parce que la valeur d'entreprise a deux composantes, l'équité et la dette. Mais c'est l'équité qui est l'actionnaire. Dans une entreprise, ton prêteur n'est pas actionnaire. Okay? Ton prêteur, il est prêteur. Puis, ta base d'actionnariat, c'est eux qui sont propriétaires de l'entreprise. Par contre, il y a une notion qu'en finance, c'est la théorie d'agence, qui est très importante à comprendre, c'est que le prêteur, lui, reçoit des paiements d'intérêt et son principal sur sa dette. L'actionnaire, lui, tout ce qu'il reçoit, c'est le rendement de la valeur de l'entreprise à un certain moment dans le temps et des paiements de dividendes. Une entreprise qui va mal, ton prêteur, lui, tout ce qu'il veut, c'est quoi? Il veut, paye-moi mon intérêt à chaque mois, paye-moi mon principal. Mais ton actionnaire, lui, il dit, mais l'entreprise va mal, j'ai pas besoin de dividendes cette année ou ce mois-ci. On va attendre. C'est pour ça que c'est risqué. Oui, mais c'est deux comportements totalement différents. Quand ça va bien, tout le monde est heureux. Quand ça va bien, le prêteur puis le joueur d'équité sont main dans la main, on danse. Quand ça va mal, ça crée un enjeu parce que l'alignement n'est pas le même. Mais justement, je reviens un peu à ce que je disais. Est-ce qu'il n'y a pas une peur ou alors un manque de connaissance auprès des entrepreneurs de la communauté vis-à-vis de l'équité et du capital risque qui donnerait l'impression qu'ils sont en train de perdre leur entreprise parce qu'ils vont maintenant être sujets au regard d'un acteur qu'ils connaissent peut-être pas et ils vont se rendre encore plus dépendants? Parce qu'au moins, le prêteur, on est clair, c'est tant que je te donne ton argent, c'est correct. Mais là, s'il faut de l'équité et qu'on partage un peu l'ownership, la propriété, je peux me sentir un peu plus enchaîné vis-à-vis de mon investisseur
plutôt que vis-à-vis d'un prêteur. Mais est-ce qu'il y a des avantages? Mais tu as raison qu'il y a une mauvaise compréhension parce que ce qu'on discute là, Anicette, c'est théorique. Si tu vas chercher $1 d'un prêteur, il t'a demandé des garanties, il y a un droit sur les actifs, puis il y a une caution. Le prêteur, il y a certaines règles sur lesquelles il a le droit de rappeler sa dette, mais le prêteur, en tout temps, il a le contrôle. Là. Fait que cette notion de penser que la dette, je laisse pas aller le contrôle versus l'équité, elle est tout à fait théorique. Elle est simplement théorique parce qu'elle est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'ils vont pas agir de la même façon en termes de qu'est-ce qu'ils vont te demander. Mais c'est certain que moi, si je prends une entreprise demain matin, je vais toujours m'assurer d'avoir un niveau d'endettement qui me permet de réussir. Puis je vais toujours m'assurer que j'ai de l'équité. Parce que sinon, tout ce que je fais, c'est que je laisse aller le contrôle aux mains des prêteurs qui me met à risque. J'ai vu des entrepreneurs de notre communauté qui ont fait du reprenariat. Puis je regardais la structure du capital, puis c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de dettes. Puis le fait qu'ils ont maximisé la dette avec presque très, très peu d'équité, mais ils sont à risque parce que maintenant, c'est le prêteur qui a l'entreprise. Parce que le moindrement qu'ils sont en bris des ratios financiers, c'est le prêteur qui prend le contrôle. Dans les clauses de convention de prêteur, une compagnie qui est à défaut, le prêteur peut ramasser les actions de l'entreprise. Oh, même les actions? Oui, oui. Dans les clauses de prêt, c'est exactement ce qui est indiqué. C'est grave. Quand tu y penses, c'est grave. Fait que la minute que tu signes ton prêt, tu laisses aller le contrôle aussi. Mais est-ce qu'il y a quand même... Est-ce que tu penses, et toi qui as été investisseur pendant si longtemps, est-ce qu'il y a un intérêt de travailler avec l'investisseur? Est-ce qu'il nous apporte de la connaissance, il nous apporte un accès? Qu'est-ce que j'aurais à gagner à choisir la voie d'un investisseur plutôt qu'un prêteur? Ou du moins d'arriver... On a compris qu'il faut un peu de dette, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à travailler avec des organismes de capital risque? Je pense que oui. Je pense que l'intérêt est grand. Par contre, il faut comprendre dans quoi on s'embarque. Pour moi, il y a toujours eu deux profils d'entrepreneurs. Si on prend que l'entreprise, c'est une tarte, il y a l'entrepreneur qui a une petite tarte qui lui appartient à 100%, qui veut la garder, puis c'est correct. Puis il y a l'entrepreneur que lui a une petite tarte, il veut qu'elle devienne très, très grosse, puis il veut avoir 20% de la grosse tarte. C'est deux concepts totalement différents, deux façons, deux comportements totalement différents et deux profils de croissance totalement différents. L'entrepreneur que lui veut que la petite tarte devienne une grosse tarte et qui est prêt à donner de l'actionnariat, c'est un profil capital de risque. Mais l'entrepreneur qui a 100% d'une petite compagnie, qui veut pas avoir de partenaire, qui veut garder 100% d'une petite compagnie, devrait jamais aller voir du capital de risque. Parce que c'est assez conflictuel. Donc, ça, c'est le côté entrepreneur. Mais est-ce que le capital risque ne va pas t'aider dans une formation, un apport de connaissances, un réseau? La beauté du capital de risque, c'est vraiment que, d'abord, c'est des gens normalement expérimentés qui financent plusieurs compagnies, qu'ils ont un réseau et qu'ils ont beaucoup de connaissances et qu'ils ont aussi la notion de gouvernance. Je trouve que dans notre communauté, il y a beaucoup de lacunes au niveau de la gouvernance des entreprises. Souvent, quand tu parles de gouvernance, tu parles de quoi exactement? Je parle du processus, parce que dans la structure hiérarchique de l'entreprise, le premier niveau de gouvernance, c'est le conseil d'administration. Ensuite, on a l'équipe de gestion. Et ensuite, on a les comités, les employés. Beaucoup des entreprises que je rencontre dans notre communauté, il n'y a pas de conseil d'administration. C'est un comité aviseur où ce que les gens sont pas accountable. Là. Les gens n'ont pas vraiment besoin d'être à l'affût de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, pour moi, la gouvernance, c'est avoir en place la première instance parce que qu'est-ce que la première instance vient faire? C'est que je le vois aussi chez les entrepreneurs québécois. Les entrepreneurs ont tendance, surtout dans les PME, ils ont tendance à être beaucoup dans le day-to-day. C'est la notion de la forêt, de l'arbre et de l'écorce. Les entrepreneurs sont beaucoup dans l'écorce de l'arbre. L'écorce de l'arbre. L'écorce de l'arbre. Ils sont dans le day-to-day. Mais quand tu gères une entreprise, c'est comme un bateau qui est sur l'eau, qui s'en va à une destination. Il faut avoir le cap. Puis si on ne prend pas un pas de recul de regarder l'arbre et la forêt, on se perd dans l'écorce. Puis ça, c'est un enjeu. Puis la beauté de la gouvernance puis d'un conseil d'administration, ça te force à chaque 3 mois à regarder la forêt. Puis de dire, qu'est-ce qui se passe dans la forêt? Est-ce que je dois ajuster
qu'est-ce que je suis en train de faire par rapport à l'arbre et l'écorce de l'arbre versus qu'est-ce qui se passe dans la forêt. Puis ce pas de recul-là, c'est une des plus grandes valeurs ajoutées de la gouvernance, en plus d'amener les processus, en plus d'amener l'engagement des gens impliqués, et en plus, qu'est-ce qui est fantastique avec un conseil d'administration, c'est qu'on peut aller chercher des administrateurs indépendants qui proviennent de la même industrie et qui ont souvent fait face à la même situation et qui l'ont réglé. Puis tout ça à un coût minimum. Mais c'est fantastique. En gros, j'ai typiquement un expert qui se tient avec moi pour résoudre mes problèmes. Exactement. OK. Beaucoup d'entreprises, ils ne capitalisent pas là-dessus. Mais pourquoi c'est en privé? Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi c'est en privé? Mais imagine, disons que tu as une compagnie qui est dans la fabrication de meubles. Puis tu es rendu à 10 millions de chiffre d'affaires. OK. Tu pourrais mettre en place un conseil d'administration, aller chercher l'ancien PDG d'une compagnie de meubles qui a monté ça à 500 millions. Puis lui, il suit ta compagnie. À chaque 3 mois, tu as une rencontre avec la personne sur ton conseil d'administration. Écoute, c'est inestimable, comme valeur ajoutée. Regarde ce qui se passe en ce moment. Les compagnies québécoises sont préoccupées par les tarifs, sont préoccupées par la baisse du dollar canadien, sont préoccupées par la pénurie de main-d'œuvre. Mais il y a des gens au Québec qui ont été entrepreneurs, qui ont déjà vécu ça au cours des 70 dernières années. Mais imagine si tu as quelqu'un comme ça sur ton conseil, qui a déjà passé à travers une crise similaire. Et qui accepte donc de te voir 4 fois dans l'année pour échanger avec toi, partager la connaissance, partager son expertise. Exactement. Wow. Okay. La force de la gouvernance, c'est tout à fait incroyable. Puis je l'ai vu de près, puis je suis administrateur de sociétés certifiées. Okay. J'ai vu de près l'impact de la gouvernance. Puis ça revient aussi à la raison pourquoi j'ai lancé Citadel Capital. Parce que tout ce qu'on discute depuis le début de notre conversation, c'est cette valeur ajoutée-là que quand on finançait une entreprise à la caisse de dépôt, c'est ce qu'on amenait. Le capital, l'accompagnement et notre réseau. Puis les compagnies ils passaient d'un niveau X au niveau 20X. Puis c'est comme ça que les fleurons du Québec se sont bâtis. Pourquoi pas répéter la recette? Justement, tu parles de 3 axes beaucoup depuis un certain temps. Et ça me fait penser à ton fonds d'équité 25 à la 3. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? C'était quoi les ambitions? C'était quoi le cadre? Oui, écoute, je te dirais c'est un projet extrêmement ambitieux. C'est un projet que je suis extrêmement fier. Le contexte, c'est... j'ai joint la Caisse de dépôt en 2017. Puis, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, mais la Caisse de dépôt et placement du Québec, c'est le 2e plus gros fonds de pension au Canada. Je pense que la Caisse est rendue à peut-être 500 milliards sous gestion. Quand moi, j'étais à la Caisse, c'était 430 milliards sous gestion. Puis, la Caisse a 6 millions de déposants qui sont les résidents du Québec. Entre autres, le régime des rentes du Québec, c'est la Caisse qui gère ça. C'est le fonds de pension des Québécois. Puis moi, j'ai joint l'entreprise en 2017 parce qu'ils voulaient que je me joigne à l'équipe de placement privé. Mais j'étais rendu à une étape dans ma carrière où mon focus était beaucoup au niveau des entrepreneurs de notre communauté. Comment j'allais aider, contribuer à bâtir le prochain succès. Puis je savais qu'en rentrant à la Caisse que le pourcentage d'entreprises gérées par des entrepreneurs de notre communauté que je pouvais financer était très, très faible. Mais je me suis dit, c'est une super plateforme pour être capable d'amener le changement puis contribuer à bâtir le succès pour notre communauté. Donc, la fenêtre d'opportunité est arrivée en 2020, suite à la mort de George Floyd, au mouvement Black Lives Matter. J'ai commencé à regarder, je me sentais impuissant, comme nous tous d'ailleurs. Puis je me suis dit, comment je peux aider? Puis j'ai commencé à analyser ce qui se faisait aux États-Unis. Puis il y avait des fonds de pension qui partaient des initiatives pour les entrepreneurs noirs. Puis là, je me suis dit, mais pourquoi pas en partir un pour le Canada, à partir de Montréal, avec la Caisse comme partenaire. Puis j'ai monté un projet qui est le Fonds Équité 25 à la 3, qui est un fonds de 250 millions pour les entrepreneurs noirs issus de la diversité. On a appelé le Fonds Équité 25 à la 3 Équité parce qu'on vise l'équité, mais 25 à la 3 parce que les compagnies qu'on finance avaient jusqu'à 5 ans pour atteindre 25 de représentation des personnes issues de la diversité au niveau du conseil d'administration, de l'équipe de direction et de l'actionnariat. Les 3 conditions. Mais l'idée de l'actionnariat, c'est en ayant 25 des personnes issues de la diversité dans l'actionnariat, les entreprises allaient devenir des entreprises de grande taille. Donc, on venait créer 25 de richesse dans la base de l'actionnariat. Donc, on enrichissait les actionnaires. Oui. Et ces gens-là de notre communauté, qu'on enrichit,
vont investir dans d'autres entreprises, partir des fonds, créer l'effet boule de neige. Donc, c'est ça l'idée. Puis, le projet a été approuvé, on a lancé le fonds, j'ai déployé le capital. Puis, tous les acteurs au travers le Canada m'ont appelé parce que j'étais celui qui pouvait faire de l'investissement en croissance dans les entreprises. Puis, de là est née, je te dirais, une passion sur la notion de bâtir le succès dans notre communauté. Puis, j'ai réalisé l'impact de ce programme-là quand c'était pendant la COVID, puis on avait les rencontres avec les entrepreneurs parce que à la caisse, nous, avant d'investir, on doit toujours rencontrer un entrepreneur plusieurs fois. Vu que c'est la COVID, tout était virtuel. Puis, les entrepreneurs, en voyant mon nom, ne savaient pas que j'étais noir. Donc, j'ai eu certaines rencontres où des entrepreneurs de notre communauté, et d'autres autochtones et d'autres communautés, en ouvrant l'écran, la première minute, c'est une minute de silence parce qu'ils étaient complètement stupéfaits de voir. Je parle à une organisation qui gère 430 milliards. Et? La personne en face de moi est de ma couleur. Puis là, aujourd'hui, je ne vais pas être jugé parce que je suis noir. C'est la première réaction. C'est une belle anecdote sur ça. Tu m'en as parlé une fois là, de ce monsieur qui arrive et se dit « Waouh, c'est génial ». Mais tu sais, il y a des entrepreneurs qui ont pleuré. Oh, wow. Puis, une minute de silence, puis après, ils me disent « Ah, mais aujourd'hui, ça va être différent. Je ne vais pas me sentir jugé. Je vais vraiment pouvoir parler de ma compagnie. Je porte le poids de ma communauté sur mes épaules. Mais en te parlant, c'est différent. » Puis, ça m'a complètement... Au début, ça m'a déstabilisé, mais ça m'a marqué. Puis, c'est là que j'ai compris l'importance de ce travail-là. J'ai dit, jusqu'à la fin de ma carrière, je ne fais rien d'autre parce que c'est trop important. Oh, wow. Mais justement, parce que la représentativité, ça compte. Ça compte. Ça fait une différence. Ouais. Merci beaucoup pour cet exemple concret une illustration parfaite du fait que le simple fait de voir quelqu'un qui me ressemble en face, ça change pas mal de choses. Je me rappelle d'une fois, j'étais en thèse et j'ai dû faire une présentation dans une conférence dans une grande université de la place. Et je me rappelle, je suis arrivé et en face de moi, tout le public c'était que des personnes qui étaient pas noires. Il n'y avait pas d'autres noirs dans la salle. Et j'étais un jeune chercheur, j'étais dans ma 2e année de thèse et je te garantis que ça m'a pris au moins 2 minutes pour me ressaisir, me recalmer et arriver à... Je me rappelle, je scannais la salle à la recherche de quelqu'un dont le visage sur lequel je pourrais m'accrocher pour pouvoir... Justement, parce que quand tu présentes toujours à quelqu'un. Et je suis ressorti de cette expérience me disant, ah ouais, effectivement, je pense pas être quelqu'un qui accorde beaucoup de valeur à cet élément-là, mais plutôt à la performance, mais la représentativité, ça compte. Puis je pense aussi, Anicette, que ce qui est difficile pour les entrepreneurs, c'est difficile aller chercher du capital parce que 9 fois sur 10, la réponse est non. Puis la réponse est non sans explication. Donc pour eux, c'est très difficile, très intimidant. Donc, s'il y a une barrière de moins dans cette conversation-là, ça aide. Ça aide. Ouais. Mais justement, je bondis un peu sur ça parce que tu as mentionné pas mal de choses, notamment George Floyd. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, des années après, il n'y a pas comme une attrition de ce type de programme qui essayait justement d'augmenter la diversité? Et quand on regarde aussi au sud de notre frontière, il y a pas mal de choses il y a des entreprises qui annulent les programmes qu'ils avaient mis en place. Déjà que certains programmes étaient un peu questionnables parce qu'ils oubliaient la performance et essayaient de... Mais comment toi tu le vis? Comment tu le perçois? Est-ce on s'est essoufflé dans la lutte pour la diversité ou alors la vague a changé, les temps sont plus les mêmes? Comment tu le vis? Ben, je peux peut-être commencer par parler de ce qui se passe au niveau du sud de la frontière. Je te dirais... comme quelqu'un qui est issu de minorités, c'est choquant, c'est inquiétant, c'est perturbant. J'ai pas de mots pour te définir à quel point que c'est tragique. Je te dirais, jusqu'à la semaine dernière, depuis la nomination de Trump, chaque matin, quand je me réveille, c'est vraiment un sentiment de dépression. Parce que il va y avoir une autre nouvelle qu'une organisation a fermé les initiatives de diversité ou que le gouvernement américain a décidé de fermer une initiative. Puis, je te dirais aussi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est
c'est beaucoup la violence. Parce que cette façon de procéder amène la violence. On sait pourquoi George Floyd a eu lieu. On sait le niveau de violence qui a eu lieu envers notre communauté aux États-Unis, puis c'est inquiétant. Dans le discours d'aujourd'hui, est-ce qu'on entendrait parler d'un George Floyd, d'une situation telle qu'elle? Je ne suis pas certain. Donc, ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est que je me dis, dans des situations de tempête, il y a des gens qui se lèvent. Les gens se lèvent et transforment les industries, transforment l'économie, transforment les gens. C'est le chaos. Le chaos amène toujours une transformation, mais le chaos amène une transformation seulement quand on se lève. Donc, George Floyd, pour moi, jusqu'à maintenant, tu sais, quand j'ai vu tout ce qui s'est passé avec George Floyd, il y a 10 mois, j'étais au Cercle canadien. Okay. Le Cercle canadien, c'est le forum d'affaires majeur de Montréal où tous les investisseurs, les organisations se retrouvent. Ils ont fait, en fait, c'est moi qui a eu l'idée avec le Cercle d'organiser un panel sur l'investissement dans les entrepreneurs issus de la diversité et les gestionnaires issus de la diversité. Okay. Il y avait 400 personnes qui ont assisté. C'était à l'hôtel Sheraton au centre-ville. Okay. La modératrice, c'était Martine Saint-Victor, qui est très connue dans la communauté, journaliste, et aussi présidente de Elderman Canada. Il y avait Annick Charbonneau, une femme qui est à la tête d'Accela Capital, le premier fonds d'investissement capital de risque pour les femmes. Okay. Et il y avait Jean Vincent. Jean est de la communauté autochtone et à la tête de plusieurs fonds d'investissement, puis il y avait moi. Okay. Puis, il y a 10 mois, Martine a mentionné qu'elle était très inquiète de ce qui se passe au Canada et aux États-Unis parce qu'elle voyait une tendance sur la fermeture des postes en diversité et inclusion, okay. puis qu'elle souhaitait que cette tendance-là change. À ce moment-là, moi, j'ai mentionné que mon inquiétude, c'était est-ce que George Floyd, c'était plus un moment ou est-ce qu'il y a eu un moment qu'on a eu l'attention pour la communauté noire, puis il y a eu à la suite de ça plusieurs programmes, ou c'est plutôt un mouvement de changement, de transformation. Ben, en Issette, on est rendu au mois de février 2025. Ça fait même pas un an. Puis là, on parle pas de coupure de poste. No, rollback. Là, c'est complètement l'élimination des programmes. Ouais. J'ai de la misère aujourd'hui à prononcer le mot mouvement. En 10 mois, on va être où dans un an? C'est une excellente question. Mais quand tu lui penses, le recul qu'il y a eu en 10 mois, c'est catastrophique. Okay. On pourrait être dans un an dans une situation extrêmement tragique. Donc, le chaos a créé en moi ce besoin d'agir, ce besoin de me lever. Puis la façon que je me lève, puis que je travaille à amener du changement, c'est avec Citadel Capital. Puis j'encourage les gens de notre communauté et des autres communautés. Il faut que les gens se lèvent. Depuis la nomination de Trump, on entend très, très peu de gens qui se lèvent pour défendre la planète, défendre qu'il faut prendre soin de la planète, défendre les causes, qu'il faut prendre soin des communautés, il faut prendre soin de tout ce qui touche le volet social, la diversité. Mais il faut qu'on se lève. Mais est-ce que tu n'estimes pas que c'est peut-être parce qu'on a trop entendu ces messages-là dans les années antérieures? Les gens sont un peu tannés? Je pense pas que les gens sont tannés, je pense que les gens sont étourdis. Parce qu'on n'est pas capable de suivre qu'est-ce qui se passe. À chaque jour, il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle. À chaque jour, c'est catastrophique. Si c'est pas le programme de DEI, c'est l'Ukraine. Si c'est pas l'Ukraine, à chaque jour, c'est non-stop les initiatives. Donc, je pense que les gens sont étourdis. Okay. Mais je pense qu'on est rendu à un état qu'il faut plus être étourdi. Il faut se lever, puis il faut se battre parce que ça s'en va pas dans la bonne direction. Puis il faut se rappeler que c'est la moitié de la population américaine qui a voté pour Trump. C'est la moitié. Il y a une autre moitié qui est totalement insatisfaite aussi. Okay. Puis, malheureusement, je commence à voir des tendances que certaines des initiatives qui sont complètement délaissées, ça commence à toucher le Canada aussi. OK. Et du coup, toi, ta réponse à ça, c'est le succès? Bien, ma réponse à ça, oui. Ma réponse à ça, puis ma réponse à tout ce qui précède, même avec George Floyd, il faut bâtir la performance. Parce que
honnêtement, si on avait tous fait notre travail dans la communauté, puis qu'on avait bâti la performance, rien de ce qu'on fait serait remis en question. Donc, oui, c'est bâtir la performance. Puis, quand j'ai la chance de faire le travail que je fais avec Citadel Capital, de côtoyer des gens comme toi, d'être dans un podcast comme aujourd'hui, pour moi, c'est la lumière. C'est le seul moment que je suis heureux dans ma journée. Oh wow. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai. C'est parce que on est des acteurs de changement. Là, avec notre conversation, on est debout, là. C'est ce qu'il faut. Génial. Puis ce mois-ci, c'est le mois de l'histoire des Noirs. J'ai été sollicité pour plusieurs panels avec des institutions, avec des banques. Puis, je vois les gens qui se présentent. J'ai fait un panel pour une institution, puis il y avait 200 personnes dans la salle. Ma première conversation, c'était « Merci ». Parce que vous êtes déplacés pour écouter cette conversation-là. Vous tenez debout. C'est ce qu'il faut. Génial. Mais justement, moi, je te partage un petit problème que j'ai. Après, tu me dis ton point de vue dessus. Moi, j'ai grandi au Cameroun et en France. Et quand je suis arrivé, j'avais un peu de problème. Bon, j'ai fait 1 an à Boston en échange. Et c'est là que j'ai découvert le mois de l'histoire des Noirs. J'avais un énorme problème avec ça. Pourquoi avoir... Le reste de l'année, c'est quoi? C'est le mois de l'histoire de qui? Comment tu le vis? Moi, je sais pas, j'aimerais bien avoir ton retour parce que tu es né ici, tu as grandi ici. Mais je suis d'accord que pourquoi avoir un mois de l'histoire des Noirs, mais le parallèle que je fais, mais pourquoi avoir Citadel Capital? Il y a déjà de l'argent dans le marché. Pourquoi les entrepreneurs noirs vont pas avoir les mêmes sources? C'est parce qu'on a un besoin. On a un besoin de rattrapage, on a un besoin d'accélération de l'écosystème, on a un besoin d'équité. Puis, encore là, tu sais, ce que je trouve important, c'est pas vraiment la notion de est-ce qu'on a un mois de l'histoire des Noirs. Ce que je trouve important, c'est quelles sont les conversations pendant le mois de l'histoire des Noirs. Moi, je suis très sélectif dans les conversations. Les conversations de parler de diversité sous la forme d'un élément un peu plus de woke, je ne suis pas dans cette conversation-là. Okay. Moi, ma conversation, c'est dans la performance qui est reliée à aller chercher une opinion différente, à aller chercher une perspective différente qui se retrouve dans la diversité et l'inclusion. Mais c'est toujours autour de la performance. Donc, je trouve que c'est un forum important d'avoir la conversation. Et là, on revient à ce que tu nous disais au début, les études qui montrent que la diversité améliore la performance. C'est incroyable, Anicette. Quand j'ai monté le fonds Équité 25 à la 3, c'est là-dessus que j'ai réussi à convaincre la Caisse. J'avais du data là, de McKinsey qui montrait que pour chaque augmentation de la diversité, je me souviens pas est-ce que c'était 10%? Chaque augmentation d'un certain pourcentage de la diversité dans une entreprise augmentait l'EBITDA de 1%. Oh, wow. Il y a une corrélation directe avec la performance. Ce qui motive donc à avoir ce genre de fonds. Puis, il y a des études qui ont été faites par Josh Lerner de Harvard aussi qui prouvent que quand une entreprise augmente la diversité, la performance, même chez les fonds d'investissement, elle est supérieure. Oh, wow. Mais du coup, par rapport au fonds Équité 25 à la 3, c'est quoi les succès? C'est quoi l'impact? Qu'est-ce qui a été tangiblement Concrètement, ça a été 4 entreprises qui ont été financées avec des histoires tout à fait fascinantes. Quand on parle d'entreprises performantes à impact, c'est des histoires fascinantes. ApplyBoard, qui est une plateforme EdTech fondée par 3 frères iraniens, qui est devenue une licorne. ApplyBoard a une valorisation au-dessus de 3 milliards. Oh, wow. L'entrepreneur a été reconnu comme l'entrepreneur immigrant du Canada. Une super belle histoire avec la compagnie avait au-dessus de 5000 employés un peu partout dans le monde. Wow. Puis, moi, ce qui me touchait, c'est que cette compagnie-là a démocratisé l'accès à l'éducation. C'est que la plateforme permet à des étudiants étrangers d'Afrique, de l'Inde, de partout, d'accéder à des universités au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, de façon à avoir un taux d'acceptation beaucoup plus élevé. Et l'accès à l'université leur permet par la suite d'avoir un travail, que leur famille vienne au Canada et d'enrichir leur communauté. Ouais. C'est tout à fait fantastique comme plateforme. Sama, c'est 4500 employés en Afrique, en Nairobi. 60 000 personnes qui ont quitté le seuil de la pauvreté depuis la fondation de l'entreprise. BKR, c'est le premier fonds d'investissement en technologie pour la communauté noire au Canada, qui ont déjà fait une douzaine d'investissements. Donc, tous les investissements ont eu un impact direct sur
la communauté noire et les communautés de la diversité. Et tu estimes que sans Équité 25-3, on n'aurait potentiellement pas eu ces organisations qui réussissent à la hauteur de ce qu'elles ont Non seulement on ne l'aurait pas eu, mais je ne sais pas si tu as fait le constat, mais l'histoire, c'est que quand que j'ai lancé Équité 25-3, BKA était en train de lever du capital. J'ai eu une conversation avec eux pour qu'ils viennent voir les institutions du Québec. Puis j'ai travaillé avec eux pour que les institutions québécoises investissent dans leur fonds d'investissement, incluant le fonds que j'avais à la caisse, qui a mis de l'argent dans leur fonds. Ensuite, l'impact a été au niveau de ce qui a suivi, parce qu'il y a eu le fonds Équité 25-3. Par la suite, la BDC a annoncé un programme de 500 millions pour les femmes. BKA Capital vont lever le fonds 2. Il y a le fonds Afro entrepreneur de fonds d'action maintenant qui a levé un deuxième fonds, qui regarde pour lever un troisième. Fait qu'il y a eu un effet boule de neige dans l'écosystème de dire il faut financer les gestionnaires issus de la diversité. Et le Équité 25-3 était le premier fonds pour déclencher cette boule de neige? Bien, je pense que, je veux pas dire qu'on était le premier pour le déclencher, mais 250 millions dans un fonds de diversité au Canada en 2020, c'était du jamais vu. C'est le plus gros de l'histoire. C'était du jamais vu. Génial. Et aujourd'hui, ça se termine. Écoute, je te dirais, ça se termine dans le sens que moi, ça m'a permis de réaliser les besoins de l'écosystème. Ça m'a permis d'avoir un premier véhicule pour faire le travail. J'ai eu aussi l'occasion de mandater une firme pour faire une étude sur l'état de l'écosystème. Fait que j'ai une étude qui démontre toutes les lacunes de l'écosystème où qu'on doit travailler. Et ça a permis de faire la naissance de Citadel Capital aussi. Mais pourquoi ça s'arrête si c'était si beau? Écoute, je pense que je ne veux pas parler pour la Caisse de dépôt. Je pense qu'ils ont pris la décision de ne pas poursuivre l'initiative. Je pense que l'initiative requiert l'implication de plusieurs institutions parce que les besoins ne sont pas seulement au niveau de la croissance, il y a des besoins aussi en démarrage. Puis, c'est difficile de demander à une institution de régler le problème de tout. C'est pas à eux de faire. C'est pas à eux de régler tous les problèmes. Par contre, moi, je connais la recette. Puis, je connais comment la mettre en place pour régler les enjeux. Donc, honnêtement, c'est à ça que je m'attarde. Et du coup, c'est un peu devenu ton fardeau, ta mission? Oui, d'être l'orchestrateur des différentes institutions qui vont aider à résoudre le problème? C'est pourquoi Citadel a pris naissance, oui. Tout à fait. OK. Tu as mentionné Citadel déjà plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous le présenter? Oui. Et peut-être ce serait intéressant de le présenter en partant de l'étude de l'écosystème dont tu parlais. Oui. Quelles lacunes on a trouvées? Et pourquoi Citadel? C'est quoi la raison d'être? En fait, les grandes lacunes de l'écosystème pour les entrepreneurs des communautés noires, c'est capital, réseau, accompagnement, mais à différents niveaux parce que pour réussir à avoir des entreprises à succès, il faut un écosystème rempli du pré-démarrage jusqu'à la croissance, rempli au niveau du capital, de l'accompagnement puis du réseau. Mais on a des trous. Fait qu'il y a des trous dans le démarrage, puis il y a des trous dans la croissance. Mais le gros trou, c'est ce qu'ils appellent en technologie la série A, qui est à la fin du démarrage puis début croissance. Là, il n'y a rien. Alors, juste faisons un peu en arrière, parce que tu parles de démarrage, croissance. Pour le commun des mortels, du moins ceux qui ne sont pas trop dans le capital, ça signifie quoi exactement? C'est l'idée? Il y a deux volets, puis là-dessus, on pourra présenter visuellement, mais il faut le voir comme étant deux segments. Dans le domaine de l'investissement, il y a deux segments de profil d'investissement. Il y a le segment en placement privé. Il y a le segment qu'on appelle le capital de risque, qui sont des compagnies généralement en technologie, qui focusent sur la croissance des revenus et qui ont moins de focus sur la profitabilité. Donc, on veut monter les revenus sans nécessairement générer des profits. Ça, c'est le profil capital de risque. Il y a le profil placement privé qu'on appelle la moyenne entreprise. La moyenne entreprise, c'est des entreprises de services, de fabrication, qui génèrent l'EBITDA ou le BAIA, qui génèrent de la profitabilité et qui sont en croissance aussi. Mais c'est plus des profils de profitabilité. Quand on parle de reprenariat, ça tombe souvent dans la moyenne entreprise. C'est souvent des entreprises de services ou de fabrication qui ont été fondées par des entrepreneurs il y a 30 ans, il y a 50 ans. Ça, c'est souvent le volet reprenariat. Donc, Citadel Capital investit dans les deux segments. Il y a un volet performance dans le fonds Citadel Capital. Il y a deux thématiques. Thématique performance, où on vise à générer
du rendement de très haut niveau. Puis, dans la thématique performance, qui est 80% du portefeuille, ça va être en grande majorité des compagnies de capital de risque. Puis, dans la thématique écosystème, où ce que là, non seulement on met du capital, mais on vient offrir l'accompagnement, c'est plus le profil reprenariat, moyenne entreprise. Alors, j'essaie de redire mes propres mots et tu me dis si j'ai compris. Donc, il y a une première phase qui est la partie capital risque, où là... Un premier segment qui est capital de risque, puis un segment moyenne entreprise. L'idée, c'est d'accompagner une jeune start-up, oui. C'est le terme qui est un peu courant, oui. qui a du potentiel et on veut lui donner de l'argent, on veut injecter du capital pour s'assurer qu'elle atteigne son potentiel. Oui. On regarde pas si elle est rentable. Exact. Et c'est intéressant de savoir, je sais pas si beaucoup de gens savent, mais des entreprises comme Amazon, Facebook ont fait des années Google, sans jamais être rentables. C'est exactement ça. Mais recevant toujours du capital. Exactement. Donc on en a vraiment pour besoin, la croissance. Pour la croissance. Et l'autre segment, c'est plutôt quelque chose qui est un peu plus établi. Oui. Qui a déjà fait ses preuves à un niveau de profitabilité qui est correct et qu'on veut booster en réinjectant du capital, mais aussi en ayant un accompagnement pour avoir du lean management, être beaucoup plus efficient et s'assurer de générer de la profitabilité. C'est ça? C'est exactement ça. Puis là, maintenant, le langage des deux segments est différent. Du côté du capital de risque, le langage, comment on définit le stade de l'entreprise, c'est par des phases de financement. Très bien. Donc, on commence avec le pre-seed, pré-démarrage. Généralement, c'est quelqu'un qui a une idée de partir une entreprise. Il n'y a pas encore de produit. Il va trouver du financement autour avec sa famille ou du love money qu'il appelle pour incorporer, partir la business. Après ça, du pre-seed, il va passer au seed. Au seed, généralement, il va aller chercher de l'argent de anges financiers, family office, quelques investisseurs sophistiqués en capital de risque. Après le pre-seed, c'est le seed. Puis après le seed, c'est la série A. La série A, c'est le premier stade de croissance. Après, série B, C, D, E, IPO. Alors, j'aimerais bien qu'on reprenne. Encore une fois, désolé, c'est juste pour ça, c'est mon côté prof qui veut rendre les choses les plus claires possibles. Et j'aimerais bien que tu nous rajoutes peut-être les montants auxquels on peut estimer. Donc, pré-démarrage, pre-seed, c'est j'ai une belle idée, j'ai rien d'opérationnel, mais j'y crois. Je veux me lancer dedans, j'ai montré aux gens autour de moi que j'y crois et que ça a du potentiel. Et j'arrive à lever de l'argent. Oui. C'est possible ça déjà? Oui. Puis il n'y a pas de revenus là. Oui, c'est possible. Il n'y a pas de revenus, il n'y a rien, on vend rien. Non. Et c'est combien? Je peux m'attendre à combien? Là? Ben, ça dépend des marchés. Au Canada, c'est sûr que 150 000, 200 000, 300 000, 500 000, c'est vraiment possible. Et c'est pas de la dette? C'est une excellente question. Tu peux pas à ce stade-là. En fait, là, tu amènes un autre niveau de complexité, Anicette, avec ta question. Il y a la notion dans les investissements très, très, très tôt, pre-seed, il y a la notion qu'on appelle d'une note convertible. Et il y a la notion d'un safe. Tu vois, il faut qu'on ait un cours. Oui, parce que... il faut qu'on ait un cours. Mais ta question est très intéressante parce que la notion d'une note convertible, c'est quoi? Une note convertible, c'est une dette qu'on peut convertir en équité. Parce que quand la compagnie démarre, il y a beaucoup de risques. Fait que les gens qui mettent l'argent, ils veulent avoir... Une sécurité. Une sécurité, puis la sécurité, c'est l'actif. C'est la propriété intellectuelle. Mais en même temps, avoir l'option de convertir ça en équité. Puis l'autre élément qui est un safe, c'est Simple Agreement for Equity. Tout ce que c'est pas une dette, c'est vraiment un investissement sous forme d'équité à venir plus tard. Très bien. Puis le safe, c'est la meilleure façon de se faire financer quand on est très, très jeune. Puis la notion de dire, est-ce que je peux aller chercher de l'argent quand j'ai juste une idée? Il y a beaucoup d'investisseurs aux États-Unis que c'est comme ça. Airbnb, c'était ça. Il y a Y Combinator, YC qui fait que ça. Que ça. C'est une idée. OK. Avançons un peu. On a fait l'idée, on a trouvé un peu d'argent. Là, on a opérationnalisé quelque chose. On a peut-être quelque chose qu'on peut montrer. On a une équipe aussi. Ils appellent ça le Minimal Viable Product, MVP. Et là, on va au seed. Ben là, pre-seed, tu vas au seed, oui. Et c'est quoi les montants? Qu'est-ce qu'il y a généralement, au seed, tu peux aller chercher... tu peux aller chercher entre 300 000 à peut-être 500, 600, 1 million. Généralement, au seed, tu t'approches de pouvoir démontrer que tu as des revenus. Aussi, tu as market traction. Tu es capable de prouver qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ta solution. Puis là, quand tu arrives à la série A, là, c'est la vraie game. Série A, là, tu as des revenus, tu as des clients, tu es capable de scale, tu as une équipe de direction,
t'as de la propriété intellectuelle. Mais toi qui as fait ça, qu'est-ce que tu cherches en tant que, avec ton œil d'investisseur, on te présente une compagnie seed, qu'est-ce que tu regardes dedans? Qu'est-ce que tu... Moi, ce qui avec Citadel Capital, mon focus, c'est à partir de la série A. Donc, moi, je suis début, early growth, là. OK. Mais je te dirais, ce que je cherche, pour un investisseur, c'est assez standard. Les investisseurs recherchent toujours la même chose. Puis, c'est des éléments fondamentaux de la réussite d'un investissement. L'élément le plus important, c'est l'équipe de direction. Le fondateur. Souvent, tu as un CTO puis un CEO. En technologie, c'est souvent un CEO puis un CTO. OK. Parce que si tu donnes de l'argent à des gens ultra compétents, mais qui n'ont pas nécessairement un bon modèle d'affaires, ils vont trouver un bon modèle d'affaires. Ils vont trouver une façon de faire de l'argent. OK. Si tu donnes de l'argent à des gens qui n'ont pas de compétences, mais qui ont une bonne business, ils vont la scraper. Donc, le plus important, là, c'est vraiment les gens qui sont derrière la compagnie. Après, tu as tout ce qui touche la technologie, la propriété intellectuelle. Puis après ça, tu touches le modèle d'affaires, comment que la compagnie scale avec son business case. Puis après, tu tombes dans tout ce qui touche plutôt tout le volet financier. Tu sais, les KPI financiers. Okay. Mais les gens, le marché, la technologie, puis le modèle d'affaires, là, ces quatre-là, c'est... Mais c'est intéressant que tu mettes les gens avant. Ah, c'est la clé. Parce que, du coup, ça rend encore plus important un fonds comme Équité 25 à la 3 ou Citadel. Parce que chaque fois qu'un entrepreneur noir va se voir rejeter son offre, il va se poser la question, est-ce que c'est pas moi le problème? Et du coup, l'autre élément aussi, c'est que si je scrute l'écosystème des entrepreneurs et je trouve pas de noirs qui a été présenté, qui a été financé, ça renvoie l'image qu'il n'y a pas la compétence chez eux. Tout à fait. Pourtant, c'est pas vrai, c'est ce que tu dis. Exact. Mais le point que tu viens d'amener est extrêmement important parce que ce qui se passe malheureusement, c'est certain qu'un entrepreneur noir qui se fait dire non, il se pose la question. C'est ma business, c'est moi. En même temps, malheureusement, le message que les investisseurs ont jusqu'à maintenant des entrepreneurs noirs, ben c'est qu'on a des compagnies qui sont non-scalable. On a des restaurants. Puis c'est pas négatif, c'est bien. Mais c'est des family style business. C'est ce qu'on leur donne maintenant comme biais. C'est à nous de changer le biais. Mais oui, c'est ce que tu dis est tout à fait vrai parce que quand ils se font approcher par un entrepreneur de la communauté, ils vont se poser la question. Parce que 7 fois sur 10, c'est les compagnies qui sont non-scalable. Donc, il y a comme une dichotomie entre la réalité du terrain, que moi je vois tous les jours, et la perception. C'est deux choses complètement déconnectées. Sur le terrain, on a des entrepreneurs avec des visions géniales, des business en croissance, performants, mais la perception, il n'existe pas. Puis, tu peux nous en citer quelques-uns, juste pour justement démystifier tout ça? Sans entrer dans les problèmes de confidentialité. Il y a Valence Discovery avec Terrence Bois, Terrence Bois a bâti Valence Discovery, une compagnie dans le domaine du pharma basée sur le AI. Il a levé des rondes de financement jusqu'à la série A. Il y a un gros joueur stratégique qui est venu acheter l'entreprise, il est encore avec eux. C'est non seulement une histoire d'un jeune brillant, talentueux qui a levé du capital, mais il a aussi réalisé un exit. Fait que c'est fantastique. L'histoire se conclut. L'histoire se conclut. Terrence est un exemple parfait de l'effet boule de neige. Succès, réussite, et il a réussi à s'enrichir avec ça, puis il va enrichir la communauté. Fait que c'est un bel exemple. Natif TV, que je t'ai déjà mentionné, Jean-Yves Roux, qui ont Natif a une plateforme de streaming, une compagnie en pleine expansion, très belle entreprise. Donc, la liste est longue. Et c'est justement parce que la liste est longue que Citadel a tout son sens. Oui. Revenons donc sur Citadel. Qu'est-ce que tu veux faire concrètement avec ce fonds? C'est quoi les objectifs? C'est quoi les mécanismes que tu as mis en place? Tu as dit qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette, mais que toi, tu veux te focaliser sur la croissance, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que tu vas faire différemment? Je te dirais, avec Citadel, pour moi, c'est très, 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 très simple. C'est une vision que j'ai depuis 25 ans, depuis très longtemps. Ça fait 25 ans que j'exécute la vision de Citadel parce que tout au long de mon parcours, ça a toujours été pour être un entrepreneur à succès, puis aider à bâtir des entrepreneurs à succès. Ça a été ça mon parcours. Puis
le long de ce parcours-là, ça a été toujours d'aller chercher des compétences. J'ai toujours vu ma carrière comme des briques de compétences que j'ajoutais pour construire la maison. Au niveau du financement, au niveau des transactions de vente, d'acquisition, au niveau de la gouvernance, au niveau de la stratégie. Puis, ça a pris 25 ans à avoir toutes les briques. Donc, la vision de Citadel, c'est bâtir des entreprises à succès. Puis, c'est simplement répéter la recette que j'ai exécutée à la Caisse de dépôt. D'arriver avec le capital, l'accompagnement et le réseau, puis injecter là, du courant haute volte pour propulser la croissance. Puis, la beauté, c'est dans mon pipeline d'affaires, Anicet, j'ai un portefeuille d'entreprises tout à fait hallucinant, des femmes comme des hommes. Tu sais, il y a Marley Bernard, Service Groupe Pur, un autre exemple, une belle compagnie dans le domaine de la comptabilité. J'en ai plein. Mais j'ai une question. Si un groupe, une institution comme la BDC ne s'est pas sentie capable d'orchestrer tout ça, ouais. Et on leur en veut pas, c'est un choix stratégique, pourquoi tu penses être capable de le faire, toi? Je pense que, tu sais, je suis très attaché à la notion de « par nous, pour nous ». Qui est mieux placé pour nous comprendre que nous? Je pense que la BDC, ce qu'ils font, c'est noble. Et là, ils ont annoncé un fonds pour la communauté noire de 100 millions. C'est noble, c'est bien. Mais moi, j'ai été un entrepreneur noir, je suis un entrepreneur noir, je côtoie des entrepreneurs noirs et je suis noir. Fait que qui de mieux que nous pour comprendre notre réalité et bâtir notre succès? On peut faire le parallèle avec la communauté juive. Tu sais, la communauté juive, entre eux, ils ont réussi à bâtir un succès entrepreneurial tout à fait génial. Je souhaite qu'on soit capable de le réussir, nous aussi. $1 dans la communauté juive tourne très, 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 très longtemps. Ouais. Dans la communauté noire, c'est pas long. Ouais. Puis on doit faire ce travail-là. Puis écoute, j'y crois beaucoup, tu sais, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'immobilier, les actifs immobiliers. Faut prendre notre place aussi. Donc, c'est vraiment le for us, by us que je crois énormément parce que, honnêtement, qui mieux que nous pour comprendre notre réalité? Non, c'est sûr, c'est sûr. Ah là, je suis un peu un dilemme, mais je vais le trancher parce que je voulais du coup entrer dans ton background, mais on va revenir dessus. Restons un peu sur Citadel. Et je sais qu'à côté de Citadel, pour la partie accompagnement, ouais. tu veux aussi lancer une formation pour ces dirigeants. Oui. C'est quoi le besoin auquel tu veux répondre et comment tu y réponds? En fait, c'est arrivé par le travail que je fais dans l'écosystème. J'ai constaté qu'on a beaucoup d'initiatives en démarrage. Puis on a des groupes dans le domaine de démarrage, de l'incubation qui font un travail extraordinaire. Il y a Groupe 3737 avec Louis Edgar et Friends qui font un travail extraordinaire, pas juste au Québec, à travers le Canada. Fonds Afro, il y a Face, il y a plusieurs initiatives qui s'adressent beaucoup au pré-démarrage, démarrage, mais qui touchent pas au stade croissance. Okay. Puis moi, j'ai constaté que les entrepreneurs qui étaient au stade démarrage il y a 3-4 ans sont maintenant rendus au stade croissance. Mais rendus au stade croissance, l'accompagnement du stade croissance, ils trouvent ça où? Puis je l'ai vu à la Caisse de dépôt parce que nous, on amenait cet accompagnement-là. Okay. Donc, je me suis dit, mais comment on fait pour leur donner accès? Parce que quand je les rencontre, puis je leur explique c'est quoi cet accompagnement-là, puis comment je le fais avec eux, puis là, ils me disent, ben oui, ben Will, ça m'en prend 10 000 comme toi. Oui, mais... Il n'y a que toi. Ben, malheureusement, pour le moment, on n'est pas beaucoup comme moi. Puis c'est là que j'ai eu l'idée, grâce à un ami, Éric Deschênes, qui a un family office qui s'appelle Toboggan, qui est avec l'école entrepreneuriale du HEC, l'école Famille en affaires. Okay. Éric m'a réuni avec l'école des dirigeants, puis moi, j'ai toujours voulu avoir cette formation-là, mais pour des compagnies en croissance, parce que c'est un autre niveau. La gouvernance, c'est un autre niveau. La stratégie est à un autre niveau. Tout ce qui est financement, fusion, acquisition. Puis une compagnie en démarrage qui n'est pas rendue à ce stade-là ne peut pas absorber cette information-là. C'est que c'est de là que j'ai eu l'idée, c'est parce que en rentrant les entrepreneurs en croissance dans cette formation-là, on crée une pipeline d'entreprises qui sont prêtes pour la croissance. C'est vraiment ça le besoin. C'est le besoin. Et tu es convaincu qu'il y en a énormément pour... Ah ben, Anicet, je pourrais t'en nommer une trentaine. Ouais. Je les côtoie.
Puis ils me le disent parce qu'ils me disent, ouais, moi, je suis rendu au stade de croissance. Mais j'ai rien. Personne qui peut m'aider. L'accompagnement, je la trouve où? Comment je me forme, comment je grandis, Puis le danger, c'est qu'ils vont se retrouver à mandater des consultants qui n'ont pas nécessairement l'expertise pour les aider. Puis on n'a pas le luxe dans la communauté de perdre nos compagnies à potentiel croissance. Si on en perd une, c'est tragique, là. Parce que la route au succès, on vient de la rallonger. Et ça commence quand? Ben là, je pense qu'ils regardent pour potentiellement au printemps, je pense qu'ils ont dit. Okay. Mais je veux rien dire parce qu'ils veulent pas. Non, je comprends bien. Mais... Honnêtement, il y a un volet publicité aussi de leur côté là-dessus. Ah, génial. Ben, en fait, c'est quelque chose qu'on attend avec impatience. Ouais. Et merci beaucoup de mettre ça en place. Et j'espère qu'il y aura tout le succès possible. Mais je te dirais, j'ai très hâte à 17 parce que ça va être la deuxième portion de l'année 2025. Ça va être une période d'annonce. Je veux annoncer officiellement le lancement de Citadel Capital. J'ai une initiative-là. Je veux annoncer le premier investissement. Donc, il va y avoir beaucoup d'annonces. J'ai très hâte. OK. Revenons donc sur Citadel. C'est quoi ta target en termes de fonds? Tu en es où aujourd'hui? J'ai quitté la caisse il y a 1 an avec l'ambition d'aller chercher 100 millions pour Citadel. Je voulais une première clôture de 50 millions, puis avec la deuxième arrivée à 100. Je te dirais, le marché de levée des capitaux pour des fonds en capital de risque ou en placement privé est horrible en ce moment. C'est le pire marché depuis les 50 dernières années, puis ça, je le savais. Il y a beaucoup moins d'argent disponible, mais ce qui m'a vraiment secoué, c'est ce qui se passe aux États-Unis, tout le backlash sur l'EDI. Puis j'ai décidé de ne pas attendre. J'ai décidé qu'il fallait que je me lève maintenant. Donc, au lieu de viser une première clôture à 50 millions, je vise une première clôture à 20. OK. Puis je commence les investissements. Donc, j'ai commencé là. OK. Tu as des chiffres un peu plus précis, non? Ou... En termes de financement, justement, de promesses de financement? Oui, bien, jusqu'à maintenant, là, je m'approche de 10 millions déjà sécurisés. Parce que j'ai vu ton post sur LinkedIn il y a quelques semaines où tu annonçais que tu avais déjà une première partie qui était sécurisée. Du coup, je voulais célébrer ça avec toi. Oui, c'est ça. Je suis pas loin de 10 millions de sécurisés jusqu'à maintenant. Donc, la moitié du 20, là. Je suis à peu près la moitié, On a mis parcours. Oui, je suis vraiment content. Mais j'ai l'impression que tu prends beaucoup de risques. Je m'explique. Ouais. J'ai un très bon ami à moi qui a fait, après Central Paris, en fonds d'investissement capital risque et qui, lorsque je l'ai abordé, qui réussit très bien, lorsque je l'ai abordé pour dire, mais qu'est-ce que tu fais pour la communauté? Sa réponse était simple. Il m'a dit, mais je suis là. J'ai percé, j'ai réussi. J'arrive à des postes de décision très forts et je peux accompagner quiconque vient à moi. Mais toi, bien que tu sois arrivé à ce niveau-là, tu as décidé de prendre le pas d'après, de laisser cette position qui est aussi très rentable, très lucrative, très profitable. Je parle pas les salaires sont très intéressants. Mais tu as décidé de laisser ça pour aller à un autre niveau qui est certainement plus risqué. C'est normal. Quand on monte dans la montagne, plus on monte, plus les risques sont grands. Mais tu l'as pris et tu as décidé d'arriver là pour pouvoir davantage servir la communauté. Pourquoi faire ce pas? T'étais pas satisfait de ton poste à fond en tant que directeur? Mais tu sais, ta question t'ouvre la porte sur une dimension de ma vie personnelle et professionnelle quand même très importante. Je te dirais, en toute humilité, point de vue salarial, j'étais dans le 1% des salaires au Canada. Là, okay? C'est à peu près ça que ça représente. Okay. Puis, au fil du temps, ce que j'ai compris, c'est... Tu sais, je t'ai beaucoup parlé de performance. Hein? Puis cette notion-là est venue très jeune grâce à mes parents. Puis pour moi, la performance, c'est atteindre la note de 5 sur 5. Puis je vais t'expliquer pour qu'est-ce que je veux dire par 5 sur 5. 5 sur 5 réfère pas beaucoup. 5 sur 5 réfère à des compétences. Okay? Compétences et attitudes. Je suis né en Haïti, mes parents sont arrivés à Montréal, j'avais 6 ans. Famille de 8 enfants. Je me souviens encore, ma mère qui arrive avec les 7 enfants. La petite dernière est née ici. Okay. Mon père est parti parce que ça allait pas bien en Haïti. Puis il voulait que mon père rentre dans l'armée, puis mon père refusait de faire partie des tontons Macoutes. Il a dû se sauver. Oh, wow. Puis mes parents, avec la façon qu'ils nous ont élevés, au cours de mon parcours, il y a eu plusieurs anecdotes. Puis
ces anecdotes-là m'ont fait réaliser qu'est-ce que j'avais besoin d'aller chercher pour avoir la note de 5 sur 5, OK, en termes de compétences. Parmi ces anecdotes-là, il y en a une qui m'a marqué. Mon père, il était en Haïti, il fallait qu'il se sauve pour s'en venir ici. Puis à ce moment-là, on avait des gens qui étaient à Montréal. Puis on dit à mon père, quand tu vas arriver au Canada, tu vas rencontrer l'agent d'immigration. Si tu leur dis que tu as une famille, puis tu as des enfants, ils vont te retourner en Haïti. Puis là, mon père, il est tracassé. Là, il dit, mais là, je m'en vais dans un nouveau pays pour gagner ma vie, faire venir ma famille. Puis là, il faut que je commence cette relation-là avec un mensonge. Puis mon père, c'est un homme d'intégrité. C'est un homme persévérant, mais c'est un homme intègre. Puis quand il nous conte l'histoire, là, il y a 89 ans, quand il nous conte l'histoire, il pleure. À chaque fois qu'il me l'a raconté souvent. Là. Il arrive en avant de l'agent d'immigration. Là, pense-y, il s'est sauvé d'Haïti. Il a dû se déguiser pour prendre l'avion. Il arrive en avant de l'agent d'immigration. Il a sa femme avec 7 enfants en Haïti. Puis le gars lui demande, t'as-tu des enfants? Puis il regarde l'agent, puis il se met à pleurer. Il dit, j'ai une femme et 7 enfants en Haïti. Si vous n'êtes pas prêt d'accepter ça, retournez-moi. Puis le gars l'a accepté on the spot. Okay? Ça, c'est l'histoire qu'il me conte. Là. Fait que là, tout de suite, quand t'es jeune, ton père te dit ça, c'est comme dans ma tête, c'est comme intégrité, check. Right? 1 sur 5. Puis après ça, j'ai vu mes parents travailler. T'sais, quand on est arrivé, on était 8, on vivait dans un 3,5. On était 8. Avec les deux parents, 10 personnes dans un 3,5 à Montréal. 3,5. 3,5. Il faut savoir, 3,5, c'est une chambre-salon. Il y avait on avait 3 chambres. Fait que c'est 4,5 d'abord. On avait 3 chambres. Moi, j'étais dans la même chambre que mes 4 frères. Mes sœurs avaient une chambre. Puis là, c'était 3 filles. Puis mes parents avaient leur chambre. C'est ça. Fait que, puis, tout le long, très jeune, moi, je prenais le linge de mes frères. Puis mon père travaillait dans une manufacture, mais après, mon père, c'est un travaillant. Il est inépuisable. Puis, il y a quelqu'un qui lui a demandé d'aller de l'essayer dans la construction, comme briqueteur. C'est les gars qui lèvent les briques sur les échafauds. Puis mon père, il est costaud. Puis l'entrepreneur québécois qui l'a essayé, il l'a pris tout de suite. Parce que mon père était intuable. Puis c'est la pire job à faire à vie. Là. Puis, à partir de ce moment-là, l'entrepreneur a réalisé, parce qu'il avait dit à mon père qu'il avait 8 enfants, puis il y a un soir, il l'a ramené à la maison, puis il a dit à mon père, qu'est-ce que tu fais dans un logement avec 10 personnes comme ça? Puis mon père, il dit, ben, j'ai pas les moyens d'autre chose. Tu sais, il n'y a pas de crédit, il n'y a rien. Puis l'entrepreneur avait un nouveau projet de développement à Laval. Puis il a été voir la banque, puis c'est grâce à lui que mon père a pu avoir l'hypothèque pour un semi-détaché à Laval. Puis j'ai grandi à Laval. Donc, très jeune, j'ai côtoyé des jeunes québécois qui me ressemblaient pas, parce qu'à Laval, on était une des premières familles noires. Puis moi, j'avais pas d'argent, mais eux avaient tout. Puis je comprenais pas, parce que je comprenais pas pourquoi que j'avais pas ce qu'ils avaient. Parce que je me disais, j'ai des parents adorables, ils nous adoraient, des belles valeurs. Puis là, pourquoi à Noël, tu sais, on n'était pas capable de se payer des cadeaux? Pourquoi qu'on vivait des épisodes où, tu sais, il y a eu des périodes drastiques, là, des périodes très difficiles. Puis je comprenais pas. Puis je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont que nous, on n'a pas? Puis en même temps, mes parents, c'est des cultivateurs. C'est pas des gens éduqués. Ma mère, elle nous disait toujours de nous éduquer, mais elle l'était pas. Puis elle savait l'importance de l'éducation. Puis je voyais comment ils regardaient mes parents. Comme si c'était des gens qui en valaient pas la peine. Puis je comprenais pas ce regard-là. Puis en même temps, quand t'es jeune, puis t'es noir, puis t'es différent, tu veux t'intégrer. Fait que quand tu veux t'intégrer, tu fais quoi? Ben, t'essaies de plaire. Mais quand t'essaies de plaire, c'est que c'est arrivé, ben, t'es pas authentique. Right? Écoute, pour moi, là, c'était chaotique entre qu'est-ce que je vivais à la maison, puis qu'est-ce que je vivais dans mon environnement. Puis le pire, c'est ma mère, c'était important pour elle, comme la présentation. Elle nous habillait, j'étais en costume puis en veste pour aller à l'école primaire. Les gens comprenaient pas, là. Donc, là, écoute, il y a eu en moi des défis, là, entre comment je fais pour être authentique, parce que c'est ça que je vivais à la maison, l'authenticité. Comment je fais pour m'intégrer? Puis à un moment donné, j'ai réalisé, puis mes parents me l'ont dit, tu vas toujours devoir travailler plus. J'ai réalisé le point de différence, c'était la performance. Fait que là, à partir de ce moment, je me suis dit, dans tout ce que je fais, je vais être le meilleur. Je vais être le meilleur à l'école, je vais être le meilleur dans les sports. Puis je vais toujours être entouré des meilleurs. Ça a été, je te le dis, là, c'est une guerre de performance. Tout le temps. Puis
Puis c'est pas parce que j'étais le plus intelligent, j'étais vraiment... Le plus motivé. Écoute, personne pouvait travailler comme moi. Il y a personne qui travaillait comme moi. Puis, honnêtement, très jeune, ma mère, elle a fait un travail extraordinaire avec moi et mes frères. C'est la première femme qui m'a aimé. Ma mère, là, m'a toujours dit que j'étais le plus intelligent, le plus beau, le plus travaillant. En vieillissant, j'ai compris que c'était pas le cas. Pas le cas, mais... C'est pas le cas du tout. Mais je te le dis. Mais elle a fait sa job. Moi, je quittais la maison le matin, là, j'ouvrais la porte, là, j'étais le roi de la planète. Ouais. Personne n'était meilleur que moi. Puis cette confiance-là, jusqu'à aujourd'hui, c'est encore là, malgré beaucoup d'échecs. J'ai eu plein d'échecs. Mais c'est grâce à elle que je suis capable de prendre des risques parce que j'ai une confiance énorme en moi. Il n'y a rien que je peux pas faire. Puis c'est ça qui m'a gardé. Puis cette quête de performance a fait en sorte que j'ai toujours été entouré des meilleurs. J'ai toujours gravi les échelons. Puis je me suis dit, je veux pas me retrouver dans une situation où ce que j'ai des manques financièrement. Je veux pas que ça arrive. Puis cette quête de toujours combattre crée cette notion de ne pas avoir peur, d'être audacieux. Puis audacieux, c'est quoi? C'est être courageux, prendre des risques, mais être intelligent. Tous mes risques sont calculés. Fait que c'est sûr, quelqu'un qui regarde ça va dire tu prends un risque, mais pour moi, c'est pas un risque. Pour moi, c'est de l'audace. Ça, c'est l'autre élément que j'ai eu aussi. Tu sais, mon père était audacieux. Mon père a quitté Haïti, s'est sauvé. Mon père, c'est le premier entrepreneur, en fait, que j'ai côtoyé, parce qu'il s'est sauvé pour le bien de sa famille. Mais ça, c'est de l'audace. Right? Yes. Fait que l'autre côté que mes parents avaient, c'est des gens extrêmement humains. Mes parents, là, parce qu'eux étaient au bas de l'échelle. Donc, pour eux, quand ils côtoyaient des gens au bas de l'échelle, c'était des gens à leur niveau. Puis quand ils côtoyaient des patrons, ben là, ils les vénéraient. Mais mes parents, qui que tu sois, la porte est tout le temps ouverte. Puis ils te respectent. Ils veulent pas savoir ton titre. Fait que ça, c'est en moi. Puis pendant longtemps, dans le milieu des affaires, dans le milieu de la finance, ça a été difficile parce que je dois être authentique et je dois être humain. Moi, les notions de pas respecter les gens, de les prendre de haut, je suis pas capable. Donc, c'est sûr que quand je vois des gens arrogants avec de l'attitude, tout de suite, ça me turn off. Mais en même temps, les gens, au début de ma carrière, les gens me disaient, dans le milieu de l'investissement, les gens disaient « Will, c'était trop gentil. C'est pas parce que je suis trop gentil, c'est que je suis authentique et humain. Mais en vieillissant, j'ai appris comment ajuster cette perception-là. Donc, pour revenir à mes 5, donc j'ai être humain, j'ai l'audace, j'ai l'intégrité, la persévérance. Puis, tous ces éléments-là, c'est des éléments que j'ai appris de mes parents. Puis, au fil du temps, quand je bâtissais mes compétences, c'était ça qui est arrivé. Ça s'enchange, un sur l'autre embarqué. Pour que... Ah, puis le 5e, c'est l'audace. Pour que, en bout de ligne, quand quelqu'un voit une action de ma part, une vision comme un risque, mais pour moi, c'est pas un risque, c'est juste de l'audace. C'est juste de l'intelligence qui est appliquée dans une situation que je comprends et je maîtrise. Et avec du courage. C'est vraiment ça. Mais du coup, on revient donc à... Je quitte le 1% de salariat du Canada pour aller fonder quelque chose avec tous les risques que ça inclut. Pourquoi? Parce que toujours, c'est l'humanisme, c'est ce désir de... Non, c'est juste que je t'ai rendu à une étape de ma carrière. Puis quand j'ai joint la caisse, c'était vraiment... Je t'ai rendu là. J'ai un garçon de 22 ans qui est à l'université, qui va être sur le marché de l'emploi dans probablement 5 ans, 4 à 5 ans. Je veux pas qu'il soit dans le marché de l'emploi tel qu'il est présentement. Puis ça part de mon fils, ça part de ma famille, ça part des jeunes que je côtoie qui viennent me voir de notre communauté. C'est pour eux tout ça. C'est vraiment pour eux que je fais ça. Il faut que je contribue à aider à changer l'état de l'écosystème actuellement. Au Québec, au Canada, aux États-Unis. Puis je me vois beaucoup comme étant celui qui aide à mettre en place l'autoroute pour que les superstars arrivent, pour que les Bill Gates, les Steve Jobs de la communauté noire arrivent. Moi, je fais juste mettre l'autoroute. En fait, ils n'ont même pas besoin de savoir que j'existe. Justement, c'était ça ma question. C'est que on va t'oublier. C'est parfait. C'est ce que je veux. Ils n'ont pas besoin de savoir que j'existe. Il faut qu'ils m'oublient. Si ça arrive, on va avoir réussi. Il faut une bonne autoroute. Oui. Parce qu'en général, on se plaint quand l'autoroute est mauvaise. Là, on essaie de trouver qui l'a construit. Exact. Parce que si on ne fait pas l'autoroute, les champions, ils n'y arriveront pas. Fait qu'il faut vraiment mettre l'autoroute. Fait que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Tu sais, je ne suis pas intéressé à être en avant de la caméra. Je ne suis pas intéressé... Je ne veux pas qu'on me voie. Je ne veux pas qu'on m'entende. Puis honnêtement... Tu veux faire un job. Oui, puis honnêtement, ce rôle-là que je me suis moi-même
inculqué. Je l'ai fait parce que je vois pas personne d'autre qui ont le bagage, qui ont le vécu, qui pourrait le faire pour que ça marche, tu sais. Fait que, tu sais, je l'ai pris le fardeau, là, mais je sais que c'est parce que les champions sont là. Puis c'est d'eux qu'on va parler, tu sais. Puis je me lance pas de fleurs à travers ça. Je me dis, je le fais parce que je pense à mon fils. Je pense aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui m'appellent. Beaucoup de jeunes viennent me voir. Puis ils sont inquiets. Ils sont dans des organisations. Ils sont pas capables d'avoir des promotions. Ils regardent les cadres, les VP. Il y a personne qui leur ressemble. Ça, c'est des jeunes de 22 ans qui viennent me voir, là. C'est inquiétant quand t'as mon âge, puis tu vois des gens de l'âge de mon garçon qui viennent me voir, puis ils voient pas le futur. Ça fonctionne pas. Donc, c'est tout ça, tu sais, pour moi, qui est vraiment important. Génial. Merci déjà de prendre ce fardeau. Là, c'est gentil. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais tous les sacrifices que ça implique et les privations, les coûts, la persévérance, comme tu le disais. Vraiment, merci de t'assurer de faire la job pour bâtir cette autoroute afin que les champions puissent rouler dessus. Bien, j'apprécie. Puis je te dirais, je pense peut-être qu'est-ce qui a facilité tout ça, c'est je viens d'un milieu qui n'avait pas d'argent, là. Je sais c'est quoi pas avoir d'argent. Puis l'argent, c'est pas tout dans la vie. Il y a autre chose que l'argent. Fait que c'est pour ça que cet aspect-là, pour moi, c'est moins important. Puis le titre, j'ai pas besoin de titre. Tu sais, en même temps, il y a des gens de notre communauté qui ont très bien réussi, qui sont VP, qui sont PDG, qui ont des gros salaires. Puis je les applaudis parce que le fait qu'ils soient là nous aide. Puis eux veulent pas se taper ces sacrifices-là. Puis c'est correct, tu sais. C'est correct aussi. Mais est-ce que c'est parce que tu es revanchard? C'est-à-dire que, ayant subi certaines injustices, voulues ou involues de la vie, tu veux reprendre ta revanche? C'est ça qui te motive? C'est une forme d'amertume. Bon, amertume, ce serait pas forcément le bon terme, mais une revanche sur Ouais, mais je pense que c'est vraiment la quête. Je pense que ce qui me motive le plus, c'est vraiment de voir le niveau d'intelligence qu'on a dans la communauté, puis le niveau de compétence des gens. C'est super impressionnant. Puis je me dis, si quelqu'un comme moi, d'intelligence moyenne, mais qui est juste persévérant, est capable d'accomplir ce que j'ai accompli, imagine celui qui est super intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme... Non, mais c'est vrai, c'est comme... Vrai. Si moi, je suis rendu où ce que je suis rendu, si on donne la chance aux autres, c'est parce que c'est juste une question d'opportunité. Si tu donnes l'opportunité aux autres, ça va être gigantesque ce qu'on va accomplir. Fait que c'est super motivant de le voir de cette façon-là. Ça, j'ai énormément d'optimisme là-dessus. Je trouve qu'on a énormément de compétences. On a des gens intelligents, travaillants. Puis tout ce qui manque, c'est quelques petits ingrédients. Puis ça va exploser. Génial. Merci beaucoup de justement apporter ta contribution à l'assemblage de ces ingrédients pour s'assurer que les opportunités y sont. Citadel Capital, la formation HEC, la disponibilité que tu as d'être présent, de pouvoir rencontrer les jeunes, de pouvoir échanger avec eux pour les aider à bien structurer leur dossier. Vraiment, merci beaucoup, Wills. J'aurais peut-être une dernière question. C'est pas le premier. Je veux dire, il y a plein de débats, il y a plein de choses qui se font pour soutenir l'entrepreneuriat noir, on en a parlé. Oui. Pour toi, quelle est la chose qu'il ne faut pas qu'on perde dans cette dynamisme, dans cette dynamique de promouvoir l'entrepreneuriat? L'élément le plus important pour nous, c'est l'audace. Parce que le rêve, il faut être audacieux pour rêver grand. Puis nos jeunes, en ce moment, Anicette, mets-toi dans la peau d'un jeune noir ou une jeune noire de 20 ans qui étudie à l'université, qui va être sur le marché du travail dans quelques années, qui veut peut-être devenir entrepreneur ou peut-être devenir VP. Puis écoute qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème. Comment tu penses que nos jeunes réfléchissent en ce moment quand ils entendent que le fait que leur couleur est différente, c'est un désavantage, qu'ils ne vont pas monter dans la hiérarchie? On est en train de tuer le rêve et l'audace de nos jeunes. Il faut pas... Si on fait ça, c'est fini.
Donc, la chose la plus importante, c'est qu'il faut être audacieux. Il faut qu'ils voient des exemples d'audace, de gens qui veulent, puis qui n'ont pas peur, qui foncent. Parce qu'il faut que nos jeunes rêvent. Il faut garder la flamme allumée. Wow. Tu sais, en fait, je pense que ça revient beaucoup à ce que j'ai eu de ma mère, cette notion qu'on peut tout réussir, qu'il n'y a pas de limite, qu'il faut foncer, cette confiance. Puis, tu sais, beaucoup de nos gens, ils n'ont pas osé se lancer en entrepreneuriat parce qu'ils n'ont pas de coussin. Moi, je dis tout le temps aux jeunes, pars ta business. Ça ne marche pas, rappelle-moi dans 2 ans, c'est sûr que je trouve une job. Sûr. Oh, wow. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il faut foncer, il faut être audacieux, mais il faut avoir la confiance, right? Pour être audacieux, ça prend de la confiance. Pour avoir de la confiance, il faut qu'on sache qu'on a un support. Pour avoir un support, ça prend un réseau. Ouais. C'est tout ça là, qui se passe. Mais ce qui m'inquiète, c'est les jeunes. Je veux que les jeunes rêvent. Je veux que les jeunes aient de l'ambition. Et des mentors, il y en a? Ça prend plus que des mentors. Oh. Ça prend des mentors, mais ça prend aussi des sponsors. Un sponsor, c'est quoi? Un sponsor, c'est quelqu'un qui te prend par la main, là, puis qui te fait monter. C'est ça que ça prend. Parce qu'un mentor qui s'assoit avec toi, qui te donne des conseils, c'est beau, mais pour nos jeunes, c'est pas assez. J'ai beaucoup de jeunes qui m'appellent. En droit, en investissement, en ingénierie. Puis ils viennent me voir, puis ils me disent... moi, Wills, là, j'aimerais ça partir d'une compagnie, ou j'aimerais ça aller en investissement, ou j'aimerais ça... À chaque fois, là, à Anicet, j'ouvre mon réseau. Je leur dis, OK, parfait. Je leur dis, dis-moi qui tu veux. Va rencontrer telle personne. Puis je fais des courriels, là. Okay. Puis là, je leur dis, OK, je veux un plan. Fais-moi un plan. Fais-moi un plan de comment tu vas passer dans les étapes. Okay. Puis, on trace la route. Tu sais, j'ai une jeune avocate qui travaille en droit des affaires. Elle veut venir en investissement. Okay. Je dis, parfait, on va faire un plan. Je vais te présenter des gens. On va parler de ta formation. Puis si tu veux venir faire un stage avec Citadel Capital, viens. OK. Parfait. Fait que c'est tracer la route. Mais un sponsor, c'est ça. C'est pas juste donner des conseils. Mais est-ce que... Alors là, je vais taper un peu dans la culture africaine ou la culture noire en général. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un renfermement un peu égoïste parfois? Parce que toi, tu es rare. Il n'y a pas beaucoup de sponsors, justement. C'est ça le truc. Je suis pas prêt à dire que je suis rare. Je te dirais, tu sais, qu'est-ce qui est très difficile pour nous, c'est... Puis je pense souvent aux gens, mes confrères, consoeurs haïtiens, quand j'en parle, tu sais, Anicet, quand tu te lèves le matin, là, puis tu ne sais pas à quelle heure tu vas manger, puis où tu vas trouver la nourriture pour ton lunch, est-ce que tu penses à demain, après-demain? Est-ce que tu penses à aider? Tu es en mode survie. Tu sais, j'ai beaucoup de difficultés à critiquer parce qu'on a beaucoup de gens dans la communauté, c'est survie. Tu sais, on a des mères monoparentales avec 4 enfants, 2 travaillent, là. Tu sais, il faut survivre d'abord. Il faut survivre. Puis moi, très jeune, j'ai compris, encore là, grâce à mes parents, que... Tu sais, mon père est extraordinaire. Ma mère est morte il y a 2 ans, mais mon père est encore en vie. Mon père m'a dit très jeune, il m'a dit, n'importe quel imbécile peut mettre un enfant au monde. Mais un père, c'est quelqu'un qui met un enfant au monde puis qui en prend soin. Fait que ma conception de tout ça était, quand je vais avoir un enfant, premièrement, je vais être prêt, puis je vais élever mon enfant dans toutes les facettes de la vie. Moi, par exemple, mes parents m'ont éduqué, m'ont donné beaucoup d'amour, des belles valeurs, mais mes parents, la notion de crédit, puis tout ça, ils savent pas c'est quoi, là. Moi, mon fils, à 12 ans, là, on est allé à la banque, il a ouvert un compte de banque, puis j'ai ouvert un compte de trading. À 14 ans, mon fils a commencé à acheter des actions. Oh, wow. Pour qu'il se familiarise. Ben oui. Mon fils, en ce moment, il a un portefeuille d'actions, il a un CELIAP. Tu sais, mais c'est notre job, ça. Fait que moi, je savais que je voulais être en couple avec quelqu'un que j'allais être avec elle jusqu'au restant de mes jours. Tu sais, que je souhaitais. Je voulais un enfant que quand elle est au monde, il allait devenir le centre de ma vie, que j'allais éduquer dans toutes les facettes de la vie. Puis je voulais de la stabilité dans la vie de couple pour l'enfant. Parce que ça va avoir un impact après sur les enfants de mon fils. Mais tout ça, là, ça demande un commitment. Mon fils, il a commencé, c'est un élève athlète. Il a commencé à jouer au football, au basket, puis au hockey à l'âge de 5 ans. Puis c'est un enfant extrêmement performant. Là. Il était dans l'équipe du Canada au football. Oh, wow. Puis un très bon joueur de hockey, mais
de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, il est rentré au collège Notre-Dame. OK. Puis, tous les sports, les faisait au collège. Puis, au collège, les parents n'ont pas le droit d'être dans le coaching staff. Mais Anicette, de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, qui rentre au collège, de toutes les activités sportives, là, des 3 sports, match pratique. J'ai marqué une pratique. Oh, wow. Ouais. En étant directeur, Oui, en étant dans tout ce que j'ai fait. Okay. J'ai marqué une pratique. Ce petit gars-là, c'est là, un énorme commitment, ça. moi et ma femme, là, on est partout dans sa vie. Ma femme lui parle à tous les jours. Tu sais, je lui parle aux 2-3 jours. On sait tout ce qu'ils font, on fait tout ce qu'ils pensent. Écoute, c'est un commitment, là. Puis, mon fils, là, il nous coûte le prix de 4 enfants, là. Mais je le vois maintenant, il a 22 ans. Je le vois comment il est dans sa relation de couple. Je le vois comment il est avec ses amis. Je vois la confiance qu'il a. Mon fils, là, il va être seul pendant 2 jours, là, il va être bien. Il n'a pas besoin de voir personne. Il est autonome. Il est autosuffisant. Il n'y a pas un vide, il n'y a pas un manque. Tu t'es assuré de combler tout. Il ne cherche pas l'amour de personne. Il a l'amour de son père et de sa mère, that's it. Il n'a pas besoin de... Il a un niveau de confiance. C'est exactement ce que ma mère m'a donné. Mais c'est un commitment, là. Ça prend du temps. Tu ne peux pas dire, tu fais ce travail-là, puis le soir, tu es à la discothèque, puis ton enfant, il se fait garder à gauche, à droite, là. C'est un gros commitment. Mais c'est ça, créer de la richesse. C'est ça, bâtir. C'est ça, redonner. Puis c'est le modèle qu'il faut mettre en place. Parce que ça transforme des générations, ça. C'est énorme ce que tu dis. J'espère qu'il y aura une grosse audience qui va pouvoir l'écouter ça parce que c'est le contraire du père absent. Oui, exactement. À tous les niveaux. Il voit c'est quoi un couple. Il voit sa mère, il voit son père, puis il voit comment on travaille ensemble dans la même direction, puis il voit comment on prend soin de lui. Et c'est comme ça qu'on bâtit en anglais, on dit generational wealth. Exactement. Parce que du coup, la relève est assurée. Ben on oui. sait qui va... Puis je l'ai dit à sa copine. Sa copine est québécoise, c'est génial. Mais j'ai dit à sa copine, puis j'ai dit à mon fils, j'ai dit à sa copine, je mets la barre haute. Pourquoi? Parce que si je mets la barre haute, c'est son problème s'il veut moins. Mais moi, ma barre est très haute, là. Fait que c'est ça l'idée. Génial. J'espère que... En tout cas, je vais essayer de m'inspirer de ça. J'ai 2 garçons, 4 ans et 2 ans. J'essaye au maximum d'être très présent dans leur vie. Mais merci beaucoup de me faire savoir que c'est possible d'être présent, d'être là et d'avoir un résultat dont on peut être fier plus tard et sur lequel on peut compter par rapport à l'avenir. Et je pense que c'est de ça dont on a besoin en tant que communauté. On a besoin d'audace et sécuriser l'avenir. Exactement. Puis, en fait, c'est ce qui permet à nos jeunes de rêver aussi, right? Quand ils n'ont pas à soucier de manger, de leur avenir, d'une stabilité quand ils vont rentrer à la maison, ben après ça, ils rêvent. Après ça, il y a rien qui est impossible. C'est ça qui est génial. Puis, en ce moment, les plus beaux moments, c'est quand je voyage avec ma femme, mon fils et la copine de mon fils. On part en voyage 3 fois, 4 fois par année. Puis c'est fantastique, là. Je suis tellement heureux quand ça arrive, là. Je vois un jeune garçon, qui s'épanouit, puis, on est aux Bahamas, on se promène partout, puis je suis là, il y a 22 ans, puis il est encore avec nous, Et t'en es fier. Oh my God, c'est incroyable, là. Tu sais, il y a un appartement, on a acheté un condo à côté, il vit là. Il est à 2 minutes de l'Université de Montréal, il est dans l'équipe des Carabins. Il travaille au Sepsum, tout est fantastique, là. C'est génial. Juste pour finir, parce qu'on a largement dépassé le temps, est-ce que tu aurais quelqu'un qui n'a pas eu tes privilèges, qui n'a pas eu la mère qui l'encourage, qui n'a pas eu le choix de revenir dans le fonds d'investissement, est-ce que tu aurais, je sais pas, des livres ou alors une recommandation? J'ai un top 3, là. Okay. Je lis beaucoup, j'adore lire. Je vais commencer par un livre qui m'a... Ça, c'est pour les jeunes noirs. Moi, qui m'a transformé. C'est l'histoire... Le livre, c'est... Le titre est drôle parce que ça indique un peu le mindset. Le titre, c'est « Why should white guys have all the fun? » C'est ça le titre du livre. Intéressant. Le livre, c'est sur... Provocateur. Le livre, c'est sur l'histoire de Reginald Lewis. Est-ce que tu as entendu parler de Reginald Lewis? Puis, entrepreneur noir, joueur de football, moi je joue au football aussi. Il a fait son droit à Harvard. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il a un scholarship pour faire son droit à Harvard. Après, il est allé dans le corporate law, puis il a fait du M&A, puis il a acheté une compagnie. Il a fait la plus grande transaction de leverage buyout aux États-Unis pour un entrepreneur noir. Il a acheté Beatrice Foods. Puis c'était des milliards de dollars. Puis il est devenu le PDG.
puis le propriétaire. Puis il est décédé d'un cancer du cerveau. Harvard a un pavillon à son nom, le Reginald Lewis Pavilion. Mais son histoire m'a fasciné. Je lisais ça, je disais, wow, un entrepreneur noir avec une business de grande taille. Wow. Je pense que j'avais 14 ans quand j'ai lu ça. Oh, génial. Je capotais, je dis, wow. Puis déjà là, c'était moi, wow, succès, right? Puis c'est devenu mon inspiration parce que j'en connaissais pas. Puis après ça, ça, c'est le livre qui m'a marqué. Pour les gens intéressés au capital de risque, intéressés à l'entrepreneuriat, j'ai 2 livres. Il y a The Hard Things About Hard Things. C'est Andreessen Horowitz, les fondateurs du fonds d'investissement qui sont très connus. C'est Mark Andreessen, puis son collègue, j'ai oublié son prénom, Horowitz, le nom de famille, mais ça s'appelle Hard Things About Hard Things. C'est l'histoire de 2 entrepreneurs qui ont fondé une compagnie. Qui a scale en technologie, qui a eu beaucoup de difficultés. Tout le long du livre, il explique les difficultés de la croissance. Puis les décisions qu'il y a à prendre, comment c'est difficile. Puis l'histoire finit très bien que l'entreprise est vendue pour beaucoup d'argent. Mais c'est vraiment l'histoire d'un entrepreneur. Puis c'est un entrepreneur qui a été chercher du financement en capital de risque. Fait que dans ce livre-là, on comprend le parcours d'un entrepreneur et en plus d'un entrepreneur qui se fait financer en capital de risque. Puis le 3e livre, c'est The Road to Sand Hill Road. C'est vraiment une présentation, une discussion. À Silicon Valley, il y a une route qui s'appelle Sand Hill Road, où que tous les investisseurs capital de risque sont situés. Les entrepreneurs, quand ils veulent du cash, ils vont là. Ouais. C'est Secret to Sand Hill Road. Puis le livre raconte c'est quoi être un investisseur en capital de risque. Qu'est-ce que ça fait le capital de risque? Qu'est-ce que fait l'investisseur? Comment ça marche? Il explique tout. Fait qu'avec ces 3 livres-là, on a l'inspiration de Reginald Lewis, l'histoire de l'entrepreneur, Hard Things About Hard Things, puis Road to Sand Hill Road pour le VC. Comment puis avoir les fonds, en fait. Il y a un psychologue d'affaires que j'adore qui s'appelle Adam Grant. Adam Grant a écrit plusieurs bons livres. Le dernier que j'ai lu qui était extrêmement bon, je pense que c'était Think, le titre. C'est un livre qui parle de comment comprendre les personnalités des gens en affaires. Puis c'est quoi le profil de ces personnalités-là, puis comment tu t'ajustes avec eux. Mais Adam Grant, il y a un podcast aussi, il est excellent. Adam Grant est vraiment très bon à analyser l'humain. Génial. Merci beaucoup. Wills, on va pas prendre plus de ton temps. Merci déjà d'avoir accepté d'être ici avec nous. Ça fait plaisir. Et merci d'avoir partagé des choses très profondes, très personnelles aussi. Et j'espère très utiles pour l'audience et les personnes qui nous écoutent. Je pense qu'on devrait travailler ensemble. Je suis d'accord. C'est pas mal de choses, aussi bien pour rendre l'information beaucoup plus disponible. Parce que ça, c'est un des challenges et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de créer ce podcast. Et même aussi pour, je sais pas, Reginald Lewis, c'est un énorme succès, mais d'avoir ce côté inspirationnel là, tout en étant technique. Parce que pour moi, les deux vont de pair. L'inspiration, c'est bien, mais je peux être super galvanisé et après, je sais pas quoi faire. Parce que j'ai pas les skills. Ou alors, je le fais mal parce que j'ai pas les skills. Avec Indira Moody, la dernière fois, il nous disait, il faut faire très bien du premier coup. Parce que tu es motivé, mais aussi parce que tu es compétent. Exactement. Donc, merci beaucoup, Wills, pour cette entrevue. Et j'espère que ça va permettre de produire des personnes qui sont motivées par ton exemple, ton parcours, et qui vont s'intéresser à devenir compétents, comme tu as pu l'être, et afin de réussir d'un seul coup et pouvoir être ces champions dont on a besoin sur l'autoroute que tu es en train de construire. Parfait. Puis moi, je tiens à te remercier pour ton travail. Je sais que ton travail est extrêmement important parce que tu mets la lumière sur nos histoires, sur notre histoire d'une façon qu'on célèbre le succès. Puis je sais que c'est un travail extrêmement difficile, mais bravo, puis merci de prendre le temps. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt.